Balades immobiles. Balades immobiles. Des rencontres, des découvertes du coin de la rue au bout du monde. Bienvenue dans l'épisode de janvier de Balades immobiles avec celle qui s'en revient d'un voyage lointain sur une île paradisiaque. C'est Chiara. Bonjour Chiara. Bonjour tout le monde. Bon, comment ça va Chiara ? Ça va très bien. Ouais, en forme ? Bah oui, tu étais en vacances forcément. Bah oui, 15 jours de vacances, ça fait du bien. Où étais-tu ? Tu peux nous le dire ? À Guadeloupe. En Guadeloupe. Et tu as fait de belles rencontres là-bas en Guadeloupe. Tu vas nous emmener dans un endroit là aussi paradisiaque où on produit du rhum. Oui, dans une distillerie. Oh là là. Je vais tout vous raconter tout à l'heure. Ça ne m'étonne pas de toi. Et pas n'importe laquelle. Oui, pas n'importe laquelle, la distillerie d'Amoiseau. Et ouais, l'une des plus belles distilleries de l'île. Avec nous également le Léon Zitrone de la radio publique australienne en version francophone. C'est Thomas depuis son coffre de voiture. Alors explique-nous un petit peu, tu es dans ton coffre de voiture, tu n'es pas chez toi, donc tu es près d'une plage. Kidnappé. J'ai été kidnappé en fait par des mecs. Donc, si vous pouvez, une rançon, me sortir de mon coffre. Non, en fait, j'avais l'idée, la très bonne idée de pouvoir faire ce balade immobile en direct de la plage à Saint-Kilda, où c'est très très venteux, donc je mange du sable. Ouais. Je vois des gens qui me regardent, qui sont morts de rire, et je suis assis dans mon coffre. Pliant en 12. Je vous jure que c'est vrai. J'ai honte. On t'envie quand même. Chiara, je ne pense pas que tu m'envies là. C'est pas possible. Si. Si, parce que ça te va chauffer le coffre. Attends, en plus, il y a 2 secondes, vous avez loupé un truc, c'est que j'ai un mec qui est passé avec sa canne à pêche, je crois qu'il a rien eu, il était hyper fâché, il était là, oh fuck off, oh fuck off, oh fuck off. Il est passé, il l'a dit 25 fois devant moi. Je me dis, heureusement qu'on n'avait pas commencé. Ça part bien. C'est génial. génial. Grand moment de solitude. Extraordinaire. Bon Thomas, tu aimes te promener dans la nature et c'est justement ce que tu souhaites partager avec nous. J'ai pas dit nu. Tu es nu dans ton coffre ? Nu dans ton coffre et tu te promènes dans les champs. Voilà, c'est quand même particulier. Tu vas finir entre 2 flics, ouais. Ça va pas traîner. Ce petit coin de nature est le cadre idéal pour vous présenter le nouveau Le Chat Machine sans phosphore. C'est exactement ça. Ben, moi, j'ai pas été aussi loin que Chiara. Je suis resté dans la banlieue de Melbourne, on va dire à 2h30. Ah ouais, parce qu'on a peur que tout ferme avec le micro. Tu sais, ils ont la gâchette facile ici. Hein, ouais, on avait compris. Bon. Bonjour monsieur, enchanté. Non, on me salue, hein. Les gens me balancent des pièces. Depuis moi, je vous jure que c'est vrai en plus. Je vous jure que c'est vrai. Donc, oui, j'ai été. On est parti à 2h30 de Melbourne, au pied des ce qu'on pourrait appeler les montagnes d'Australie, qui sont pas très très hautes. Hein. Ça va faire du 1500 mètres d'altitude. Et donc je me suis promené dans la forêt. Au pied de ces montagnes, c'était génial, c'était ressourçant, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça, avec les petits ruisseaux, les odeurs d'arbres, d'écorce, les oiseaux qui chantaient, et dès qu'ils me voyaient, ils s'arrêtaient de chanter. Tout ça en évitant des serpents et en cherchant des koalas, que j'ai pas trouvé, mais j'ai vu les serpents. C'était la première fois depuis que je suis arrivé en Australie que je voyais un serpent devant moi. Alors c'est marrant de dire comme ça, on se dit ouais, non c'est rien, c'est un serpent, non ça fait flipper, surtout quand il se retourne et il te regarde. Tu te dis quoi, tu veux quoi? Non, c'était passionnant, c'était génial, c'était ressourçant. C'était pas aussi loin que toi, Chiara. Là, t'as battu le record de distance par rapport à moi. Puis on va aussi aller se promener avec toi, Letty, dans un endroit d'Europe que tu aimes beaucoup. Va savoir, c'est peut-être pas en Europe. Oh, je pense que c'est en Europe. Et pour nous faire découvrir ce lieu, tu nous as préparé un petit blind test qu'on va écouter tout à l'heure. Fallait bien ça. Et puis le coup de cœur ciné de Balades immobiles ce mois-ci, c'est une plongée immersive dans le monde de l'école primaire avec son premier long métrage. La réalisatrice belge Laura Vandel nous raconte l'histoire de Nora qui est confrontée au harcèlement dont son frère est victime. C'est un film absolument génial, ça s'appelle Un monde, une histoire filmée à hauteur d'enfant qui sort en France le 26 janvier prochain et nous avons rencontré Laura Vandel qui sera avec nous ce mois-ci dans Balades immobiles. Sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube et sur baladesimmobiles.fr. Je le disais, Letty, tu nous emmènes dans un coin d'Europe que tu affectionnes beaucoup et pour nous faire découvrir cet endroit, tu as choisi de nous préparer un petit blind test. Vas-y. Vous êtes prêts ? C'est parti. Envoie la sauce. Allons-y. Vous pouvez jouer les amis chez vous. Bon, il y a des trucs capillotractés. C'est cranberries, ok.
Ouh, toi tu vas nous envoyer en Italie. À Vesoul. Il faudra que tu m'expliques le lien, mais ok. Ça paraît là, assez on se décousu quand rapproche, même. Ouais. On se rapproche. Ça commence Ça, à je être sais facile. pas. Ouais. Qu'est-ce que c'est? La joyeuse Ah, ça, c'est Sinéad Sinéad O'Connor. C'est les fêtes de quand j'avais 13 ans. Ouais. Higgins Connor. Bon, ça c'est U2. C'est Bono et Edge. Ouais. Allez, on se rapproche. Ouais. Et là, on vous le dit carrément. Là, vous avez la Bon, réponse. Où c'est est-ce qu'on part? l'Irlande. Allez. Et voilà. Eh ouais. Mais Et j'ai ça, plutôt saisi formidable. l'époque. C'est l'Irlande des années 80. Tu nous as passé que des musiques des années 80. C'est vrai que c'est très années 80-90 Tu quand même. Hein. sous-entends que je commence à être vieille et que mon répertoire Mais est alors, moyen. L'Irlande, effectivement, avec les Corrs, avec Sinéad O'Connor, U2, tout ça, en fait, on a bien saisi le lien. Cranberries, Dolores O'Riordan. Voilà, oui, ben ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pourquoi Miami Vice et pourquoi Bon, alors Miami The Vice, Team. Miami Vice, je vous ai mis le thème qu'on connaît tous, mais en fait c'est pour illustrer que Colin Farrell, qui a joué dans le long métrage, Ah oui, je crois que c'est Michael Mann qui l'a fait aussi, Oui. est irlandais. Ouais, De la même manière que Liam Neeson, qui a joué dans The A-Team, d'accord. l'agence ouais. touriste. Voilà. Un bot tiré par les cheveux, mais bon, effectivement. Par contre, le dernier comprend. extrait, je ne sais pas si vous l'aurez reconnu, mais c'est l'Island Call. Ça n'est pas l'hymne irlandais, contrairement à ce qu'on imagine. C'est une commande en fait de la fédération de rugby. La fédération irlandaise de rugby a demandé ça en 1995. Et en fait, ça vient illustrer, c'est un chant d'unité qui vient illustrer le fait que l'équipe de rugby irlandaise joue tant avec des joueurs de la République d'Irlande que d'Irlande du Nord. Donc c'est un des rares moments où l'Irlande est réunifiée. On va pas à Dublin, on va à Cork. Comté du Kerry qui va être très très renommé, très touristique pour les gens qui aiment le cyclisme, le surf et la randonnée pédestre. Alors de Cork, vous prenez une petite voiture de location, petit à petit vous allez vous enfoncer dans la campagne, commencer à voir un peu de lande, un peu de lac, ça sent une odeur particulière l'hiver parce que les combustibles sont encore à mon avis à base de charbon, donc il y a une odeur très spéciale qui se dégage et le mieux c'est de séjourner dans la petite ville de Killarney qui est aux confins de deux endroits que je vais vous faire visiter. Le premier c'est l'Anneau du Kerry qui est une route d'environ 200 km au sud de Killarney, qui fait une boucle comme son nom l'indique, et au nord la péninsule de Dingle, qui est complètement une autre ambiance dans laquelle je vais vous emmener également. Alors ta première journée démarre par l'Anneau du Kerry. L'Anneau du Kerry, vous pouvez le commencer de Killarney, par exemple en marchant une vingtaine de kilomètres à travers les montagnes, les landes en direction de Kenmare. C'est assez ardu, mais ça permet de voir des paysages que la route ne permet pas de découvrir, en fait. Donc, pour les plus téméraires, vous pouvez commencer comme ça. Moi, ce tour, je vous le fais découvrir depuis la ville de Kenmare. Donc, on va faire la boucle dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est tout à fait ce qu'il ne faut pas faire. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les routes sont extrêmement étroites, dans certains cas cabossées, et une règle a été fixée, comme il y a beaucoup de tourisme du mois de mai à peu près jusqu'au mois de septembre, les autocars prennent l'Anneau du Kerry en sens anti-horaire. Donc, si vous faites le tour comme je vous l'indique, vous risquez simplement de vous trouver nez à nez avec un bus, vous serez côté océan puisque on roule à gauche, et donc, vous risquez d'avoir à reculer sur quelques centaines de mètres, si ce n'est plus, puisque vous ne pourrez pas croiser le bus, de toute façon. Donc ça peut vite s'avérer un petit peu périlleux. Périlleux, mais d'un autre côté, ce qui est magique de le faire dans ce sens-là, c'est que, comme vous êtes du côté de l'océan, c'est magnifique. Vous en prenez encore plus plein la vue que côté terre, Oui. quelque part. C'est beaucoup plus sympa de le faire dans ce sens-là. Donc, préférez quand même d'y aller un peu avant la saison ou un peu après, ce qui comporte d'autres avantages parce que la nature déchaînée de l'automne, voire de l'hiver, est très sympa aussi, avec le petit bémol qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont fermés sur cette période. En arrière-saison, Ouais, exactement. Généralement, de mi-novembre jusqu'à mi-janvier, c'est plus compliqué de trouver à se loger. Donc, je vous disais qu'on commence par Kenmare. Alors, Kenmare, comment vous décrire ce village? Fabien, toi qui m'as accompagné là-bas, comment tu décrirais ce petit village de Kenmare? C'est assez difficile de le comparer à autre chose. Je ne sais pas, déjà les paysages rappellent un petit peu la Bretagne, en plus grandiose peut-être? Alors, je suis d'accord.
Kenmare, on est plus sur un petit village. Attention, la Bretagne, c'est très beau. Hein. La Bretagne, c'est très beau, mais c'est vrai qu'il y a souvent une assimilation qui est faite entre Bretagne et Irlande. En tout cas, je ne le partage pas pour ce coin particulier de l'Irlande, où il y a énormément de falaises, beaucoup plus marquées. C'est plus abrupt, ça. C'est très abrupt, c'est tailladé. Parfois, il y a des roches très pointues. Je ne sais pas comment les décrire précisément, mais c'est des paysages que moi, je n'ai vus personnellement que là-bas. Alors peut-être que je connais mal la Bretagne, mais c'est différent. Donc à Kenmare, j'en reviens à Kenmare, on va trouver... un clocher d'église assez austère, parce que là-bas en Irlande, les gens sont très pieux, donc il y a des églises tous les 2 mètres. Et autour de ce clocher, il y a des maisons colorées, mais des couleurs flashy, du jaune pétant, du rose, du vert, du bleu. Et ce qui caractérise Kenmare, c'est que c'est une ville spécialisée dans la dentelle. Ils font encore beaucoup de dentelle. Et il y a une autre chose un peu particulière là-bas. Qui est liée à un événement historique. Et qu'on va tenter de vous faire deviner. Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Alors vous l'avez reconnu bien évidemment, c'est Charles de Gaulle. Alors le rapport entre Charles de Gaulle et Kenmare. L'extrait qu'on vient d'entendre est un extrait du discours du général de Gaulle qui annonce le référendum sur la loi de décentralisation en 69. Et il sait déjà quand il fait ce discours qu'il a peu de chances de gagner ce référendum et il engage son mandat de président de la République sur ce vote du peuple français et il va perdre. Il va perdre. Dans la foulée, il fait ce qu'il a dit, il annonce sa démission, et je crois qu'il a pris une énorme claque, en tout cas c'est comme ça qu'il présente les choses, et il part se ressourcer pendant 6 semaines. Et il va où ? En Irlande, et plus particulièrement à Sneem, où il va loger. Sneem, c'est une toute petite ville à côté de Kenmare. Et première chose qu'il fait, puisque la famille de Gaulle est assez pieuse, ils se rendent à l'église de Kenmare pour assister à l'office le dimanche matin. Et ils vont sillonner la région et l'Irlande en général pendant 6 semaines. D'ailleurs, de Gaulle va dire quelque chose que je partage complètement. J'ai plus la phrase en tête, et il va dire que c'était un moment... extrêmement grave de sa vie et qu'il avait besoin de se retrouver face à lui-même. C'est la raison pour laquelle il a choisi d'aller en Irlande. Il a, comme on le sait, du sang irlandais qui coule dans ses veines. Et en se retrouvant là-bas, il explique que c'est l'Irlande qui lui a apporté cette chance de se retrouver face à lui-même de la manière la plus délicate et la plus amicale qui soit. Et c'est vrai que c'est ce qu'on peut ressentir dans ce lieu. Chaque année où j'y suis allée et retournée, j'y suis allée pour ça. On arrive à être avec soi-même, c'est calme, c'est apaisant, c'est un endroit où on peut aller seul. Et c'est magique parce que vous êtes extrêmement bien accueillis, vous profitez de la solitude dans cette nature qui est juste fascinante et époustouflante, et vous êtes avec les gens. De toute façon, dans ce coin de l'Irlande, si on ne vous aime pas, vous le saurez. On le sait tout de suite. Vous le saurez tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent en gaélique. Voilà, on est quand même dans un coin reculé de l'Irlande, c'est la campagne profonde, et quand on vous aime pas, donc on reste sur la langue celte, historique, et on vous parle gaélique. Voilà. Et accrochez-vous pour comprendre quoi que ce soit. Oh bah là, c'est mort. Hein. C'est mort. Personnellement, j'ai passé une soirée à tabler avec un notaire du coin quand j'étais seule à dîner. Et c'est un monsieur qui parlait français. Il voulait que je lui parle en français et lui, il m'apprenait des mots de gaélique. Ouais. C'était compliqué. Alors... à Kenmare, vous avez également 2-3 choses qui sont assez intéressantes à faire autour. Il y a déjà une ferme traditionnelle qui est toujours en activité, où on utilise des matériels et des méthodes d'élevage notamment qui ont plus de 200 ans. Et ça, c'est franchement à voir. Il y a aussi une curiosité à Kenmare, c'est qu'il y a un pont qui est un petit peu en dehors de la ville, qui a été construit à 6 mètres au-dessus de la rivière, et personne ne s'est expliqué pourquoi. Et ce pont va vous conduire à l'un des cercles de pierre les plus grands d'Irlande, avec des mégalithes, qui fait à peu près 17 mètres et demi
sur quelque chose de l'ordre de 16 mètres. Dessus, il y a 15 mégalithes, alors vraiment positionnés avec des espacements bien définis. Et pour vous donner une idée de l'immensité du truc, il y a un 16e mégalithe qui est dressé au milieu et qui pèse 7 tonnes. Ça donne un peu l'impression d'un dolmen. Donc là, je m'incline et je reconnais le parallèle avec la Bretagne. On quitte Kenmare par la nationale 70 ou 71 en direction de Caer Daniel. Alors Caer Daniel, le nom gaélique, c'est Cater Donal. Pourquoi ? Parce que c'est un fort de pierre qui a été construit en 600 mais avant Jésus-Christ. Donc ça vous donne une idée des vieilles pierres qu'on peut trouver sur le parcours. Ce fort de pierre est visible depuis un sentier de randonnée qui s'appelle le Kerry Way. Et à Caer Daniel, vous allez pouvoir trouver un musée, Derrynane House, un musée qui va être en partie dédié à Daniel O'Donnell, qui est originaire du coin. Daniel O'Donnell, c'est un politique irlandais très connu. C'est un nationaliste, en fait, du 18e et 19e siècle. Il a vécu à cheval sur les deux. Mais un nationaliste irlandais non violent. C'est sa particularité. Ce monsieur, il a contribué, par exemple, à l'émancipation catholique. C'est quoi l'émancipation catholique ? C'est quand on a, finalement, en Irlande, abrogé l'ensemble des lois anti-catholiques à l'époque. Et il a également conduit la campagne contre l'acte d'union qui consistait à réunir le Parlement du Royaume-Uni avec le Parlement irlandais. On connaît l'histoire un peu difficile de l'Irlande avec le Royaume-Uni et c'est un grand personnage de l'histoire. Vous allez également avoir une abbaye du 7e siècle sur ce qu'on pense être une île, mais qui n'en est pas une en fait, puisque c'est relié avec une petite langue de terre à l'île d'Irlande. C'est pas une île dans l'île, mais ça s'appelle quand même l'île de l'abbaye en question. Et ce qui est très marrant, c'est que ça s'explique par le fait qu'à Caer Daniel, vous allez trouver des dunes de sable, parce qu'il y a des vents hyper violents. Et ces vents hyper violents permettent cette petite langue qui vous conduit jusqu'à l'île et à l'abbaye. Et il y a également des plages magnifiques, la Derrynane Beach, sur laquelle il n'est pas recommandé en fait de traîner trop, bien que les eaux turquoises n'aient rien à envier du tout aux plus belles petites criques de la Méditerranée. Une fois que vous avez passé Caer Daniel et ses petites merveilles, vous allez vous retrouver dans la ville suivante qui s'appelle Waterville. Alors Waterville, sa spécialité n'est pas l'eau, bien que ce soit au bord de la mer, mais il y a autre chose à Waterville, et je vais vous le faire découvrir par un son. Vous allez tenter d'identifier de qui il s'agit. Dans cette Californie, où le sol est baigné les plantations d'orangers et de citronnés, avant qu'elle reçût la visite de 3 cavaliers de l'Apocalypse, le pétrole, le cinéma et la construction aéronautique. Alors rien à voir avec la Californie, bien évidemment. Ce personnage, on le connaît tous. Et c'est Charlie Chaplin. Exactement. Charlie Chaplin qui avait sa résidence de villégiature à Waterville dans les années 60. C'est pour ça que quand vous longez la rue principale de la ville, une statue de Charlie Chaplin avec son chapeau est érigée en bord de mer. Les gens comprennent pas forcément au début pourquoi cette statue, et ça provient de cette résidence secondaire où il passait le plus clair de son temps parce qu'il s'y sentait bien. Et c'est vrai que la petite ville n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est que c'est quand même là que partaient les liaisons du télégraphe à destination des États-Unis. C'est les premières liaisons du télégraphe transatlantique à la fin du 19e siècle. Et c'est lié au fait que beaucoup d'Irlandais de cette région sont partis vivre aux États-Unis pour les raisons qu'on connaît. D'ailleurs, si vous vous promenez sur l'anneau du Kerry, vous ne serez pas surpris de rencontrer des centaines d'Américains qui viennent sur les traces de leurs origines. Alors maintenant, vous allez quitter un peu l'anneau du Kerry pour faire une boucle dans la boucle d'une petite trentaine de kilomètres et qui s'appelle le Skellig Ring. L'anneau du Skellig, je vous en dis pas plus, il y a quelque chose de très majestueux, ce sont les falaises du Kerry. Alors est-ce que Thomas et Chiara, ce voyage vous inspire quelque chose ? Vous êtes déjà allé d'ailleurs en Irlande et dans cette région plus précisément ? Ça m'a rappelé quelques anecdotes. Par exemple, à un moment donné, tu parles des repas qu'on prend, soit le petit-déj, soit au déj, et je me suis rappelé d'un truc que j'avais jamais testé, c'est des huîtres avec des bières... de la Guinness. De la Guinness.
C'était magnifique. Franchement, j'aurais jamais cru, mais c'était super top. Et c'était dans un endroit où on avait beaucoup rigolé parce que comme il pleuvait tout le temps, comme tu le dis, il y a beaucoup de tempêtes, il pleut souvent, Ça tout change ça, mais ça tout fait le temps. partie du charme. Oui. Et du coup, un matin, on s'élève. On était dans une petite auberge à côté de du lieu où on avait mangé des huîtres et de la bière la nuit d'avant. Et on s'est dit, ah mince, il pleut aujourd'hui aussi. Et on voit par la fenêtre qu'il y a des petites gouttes, mais en fait, au bout d'un quart d'heure, on se rend compte que c'est l'arrosage de fleurs de la voisine qui est dessus. Bon. Et en fait, il y avait du soleil. Bon. Tu nous parlais du petit-déj, on va aborder le sujet d'ailleurs dans quelques instants. Tu es toujours avec nous, Thomas, dans le coffre de ta voiture? Oui, toujours en otage, donc j'attends que quelqu'un puisse me libérer. Bah moi ça me rappelle en fait la seule chose que j'ai vue d'irlandais, c'est un pub irlandais, mais j'ai pas eu la chance d'y aller. Et j'avoue, après avoir écouté ton sujet, Laetitia, je meurs d'envie d'y aller. Mais vraiment, parce que déjà ça m'a toujours attiré. Et l'ambiance, elle est juste magique. L'ambiance, elle est dingue. Et ce qui est extraordinaire, c'est sur la route, c'est rigolo. Fabien a expérimenté les troupeaux de moutons. Tu t'arrêtes, t'as pas le choix, quoi. Mais d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, je me demandais un truc, parce que tu as l'air de dire que tu y vas tout le temps, et même récemment avant la pandémie. Et comme mon souvenir est très lointain, moi je me rappelle d'un truc qui m'avait beaucoup plu, qui était qu'en fait on pouvait loger dans des espèces d'Airbnb de l'époque, mais on les trouvait juste... c'est ça. J'ai aussi dormi dans des grottes, ça c'est vrai, mais c'était pas en Irlande. Mais bon, je voulais dire, tu te baladais avec ta voiture et à un moment donné, tu décidais de t'arrêter dans le jardin de quelqu'un, de frapper à la porte. S'il y avait un petit panneau B&B, tu demandais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable et il n'y avait rien. Donc, tu tentais ta chance et s'il n'avait pas de place, il appelait avec son fixe la voisine en disant, écoute, il y a 2 personnes, tu veux les héberger et tout ça. Donc, je me demandais, à l'époque des portables, de Airbnb et tout ça, est-ce que ce système existe toujours? Ouais, c'est comme à Cuba, hein. Ça existe toujours. C'est du bouche à oreille, tu t'arrêtes, il y a la petite pancarte, tu prends ta chambre. S'il n'y en a pas, on appelle tout le village. Exactement comme à Cuba. Où c'est pas autorisé, évidemment, Airbnb et tout ça. Et c'est le même principe. Alors, Letty, tu nous as vendu ces fameuses falaises du Kerry, mais ça ressemble à quoi? Quand on arrive, on a une grande ligne droite qui n'en finit pas et on pense que, pour parler vulgairement, c'est du foutage de gueule. On se dit, elles sont où les falaises? Parce que en fait, vous voyez effectivement une montagne au loin, au bout de cette route qui n'en finit pas de monter. Et vous vous dites, il y a surtout des vaches et des moutons dans les prairies, 3-4 poneys, un cheval. Puis tout d'un coup, sur la droite, il y a une petite cahute qui se dresse. Et là, vous découvrez un parking, pareil, assez bondé, il faut bien le reconnaître. Et vous devez marcher à pied pour aller admirer les falaises en 2 endroits. Alors, il y en a un, je ne sais pas si Fabien s'en souviendra, il faut monter. C'est très vanté. Et voilà, très vanté, extrêmement vanté, et ça relève d'une prouesse sportive, effectivement, quand on souhaite arriver au sommet. C'est assez hypnotique, en fait, parce que ce qu'on peut dire, c'est que les remous et la force de l'océan sont tels, et le paysage hyper découpé, que ça fait des espèces de paquets d'écume incroyables. Ouais, on est un peu captivé, happé, et je comprends les barrières parce qu'on est attiré vers le bas. On ressent la puissance des éléments et c'est une transition parfaite pour aller du côté de Portmadge, qui est la ville suivante sur le petit Skellig. Et juste à côté de Portmadge, il y a la baie de Saint Finian, qui est une baie où les rouleaux sont tellement forts qu'il est interdit de se baigner, même par temps calme. Ça vous donne un ordre d'idée. Franchement, moi, j'ai jamais vu ça en Bretagne, hein. C'est en fait c'est ça que je cherche à illustrer, la différence peut-être avec la Bretagne. C'est vrai qu'il y a des similitudes dans les paysages, mais en fait la violence de la nature, je trouve, est plus costaud du côté irlandais. À Saint Finian, vous avez également trouvé une chocolaterie. C'est assez étonnant parce qu'on est au milieu de nulle part et vous avez une chocolaterie qui a été primée d'ailleurs pour son travail, qui se dresse là au milieu de nulle part. Et de Portmadge, vous allez traverser un pont qui vous conduit sur une île qui s'appelle Valencia.
Valencia parce qu'elle a été baptisée ainsi par les Espagnols. Et c'est le lieu habité qui se trouve le plus à l'ouest de l'Europe. Alors, les Portugais râleront un peu parce qu'ils prétendent que la pointe, je crois que ça s'appelle la pointe Saint-Vincent, je le jurerai pas, en Algarve, est le point le plus à l'ouest de l'Europe. Mais les Irlandais, eux, considèrent que le lieu le plus à l'ouest, c'est chez eux, sur l'île de Valencia. Alors, peut-être que la nuance provient du fait que en Irlande, on dit que c'est le lieu habité le plus à l'ouest. C'est la petite nuance, ouais. C'est la petite nuance. Et donc Valencia, c'est un endroit très particulier puisque il doit y avoir 3-4 maisons, 10 habitants et 60 vaches et 200 moutons, à mon avis. Donc les gens qui vivent là aujourd'hui sont principalement des éleveurs. Faut pas être surpris, par exemple, en voiture, de croiser un tracteur qui ouvre la route avec un troupeau de vaches derrière. Et pour ma part, j'ai même assisté à quelque chose de formidable où l'agriculteur, l'éleveur, en plus de son troupeau de vaches, ramenait, je pense, à l'étable, un taureau entravé. Donc on croise le taureau et c'est vous qui êtes obligé d'aller limite dans le champ, mais c'est assez pentu, dans les landes, au doute de pouvoir en ressortir. Pour laisser passer le tracteur, les vaches, le taureau qui ont priorité, qui vous regardent un peu de travers et vous demandez ce qui va se passer, parce que si la voiture va survivre au passage du taureau, c'est un peu inquiétant. Au-delà de ça, on arrive en haut d'une montagne qui s'appelle le Géocône. Alors le Géocône, c'est assez fabuleux parce que vous voyez une langue de terre à perte de vue, mais hyper étroite, avec l'océan de tous les côtés. Et quand vous vous retournez, vous vous apercevez en bas un phare qui s'appelle le Knightstown et qui est visitable d'ailleurs. Alors c'est impressionnant parce qu'en haut, vous vous rendez compte, pareil, que la mer est assez agitée, c'est très beau, vous avez des montagnes qui se distinguent, alors avec les nuages, vous les voyez avec des dégradés de vert, de gris, la mer qui devient soit d'un bleu profond, soit par moments turquoise, et vous devinez, on est assez haut et on devine quand même les paquets d'écume, etc. Quand on arrive dans le phare, là les paquets d'écume, on les prend en pleine poire. C'est exactement ça. Autre petite spécialité de Valencia, c'est un endroit qui, depuis 1906, abrite une station de radio. Alors, station de radio, c'est pas Fun Radio ou Énergie ou autre Chérie FM, c'est une station de radio dédiée à la surveillance des navires dans l'Atlantique. Vous l'aurez compris, de par ce paysage très déchiré, il y a énormément d'îles et la navigation y est particulièrement dangereuse. Donc, la station a été créée pour éviter trop de catastrophes. Au plan archéologique, alors je ne sais pas si on dit archéologique d'ailleurs, mais il y a quand même des traces de bébêtes sur le Géocône qui datent de plus de 400 millions d'années. Donc c'est assez magique. Alors je crois que c'est des animaux qui étaient amphibiens, c'est les premiers amphibiens quelque part dont on a des traces fossilisées là-bas sur le Géocône. Et dernière chose importante et à faire, c'est le Skellig Experience Museum. C'est un musée qui est entièrement dédié à l'histoire de la faune et de la flore du coin, qui est hyper riche, il y a des oiseaux à n'en plus finir. La terre, je vous en ai parlé, sur l'anneau du Kerry, on est vraiment sur de la tourbe de la lande. Quand vous marchez dans l'herbe, elle est soit très très verte, soit couleur marron, mais en tout état de cause, vous avez l'impression de marcher sur de la mousse, comme dans une paire de chaussons de manière permanente. C'est assez étonnant d'ailleurs. On a envie de se coucher dans l'herbe en permanence là-bas. Autre curiosité, les îles Skellig. Alors ce son, vous le connaissez forcément, c'est un petit robot R2-D2 dans Star Wars. Exactement. Et ça nous conduit tout droit sur les îles Skellig, qu'on peut aller visiter au départ de Portmagee. Les îles Skellig, il y en a deux. La grande qu'on appelle Great Skellig ou Skellig Michael, et la petite qu'on appelle évidemment Little Skellig. Ce sont des îles qui ont servi de décor à certains épisodes de Star Wars. Tout à fait. Les derniers épisodes, celui notamment, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne suis pas une pro de Star Wars, mais celui où on les voit... à la fin, c'est la fille qui prend la suite ou je sais pas quoi. Bref, tu sais. Spécialiste. Ouais, spécialiste. Mais je l'ai vu. En fait, c'est l'avant-dernier épisode pour la faire simple. Et donc, ces deux îles, on peut s'y rendre depuis Portmagee.
mais pas toute l'année. Donc il y a des choix à faire quand on va en Irlande. Soit on veut les tempêtes d'hiver et on y va hors saison, mais là vous n'irez pas voir les Skellig Michael et la Little Skellig, puisque les navettes se font uniquement de mi-mai à septembre, et encore, vous n'êtes même pas assuré de pouvoir vous y rendre à cette période, parce que ça dépend toujours de la météo. On ne prend pas de risque, c'est hyper dangereux. La traversée, c'est quoi ? C'est 12 km à peu près, donc c'est pas très très long. Mais en revanche, je peux vous dire que ça secoue. Ça secoue un tout petit peu. Alors, la grande île, donc Skellig Michael, a une histoire monastique qui est assez impressionnante et qui date du VIe siècle. C'est donc sur cette île-là qu'on a tourné l'avant-dernier épisode de Star Wars. Et vous vous souviendrez peut-être des marches que gravissent les personnages du film. Et ces marches, en fait, ont été construites par les moines, qui avaient une vie assez incroyable, puisqu'ils se levaient le matin, ils allaient pêcher quelques poissons pour subvenir à leurs besoins, ils entretenaient leur potager, ils priaient et ils montaient les marches. Enfin, ils les montaient, ils les construisaient. 618, je vous préviens qu'il faut avoir un peu de condition pour monter tout en haut, puisque les marches vont du bas de l'île jusqu'à son sommet. C'est des petits chemins qui serpentent de droite et de gauche, c'est magnifique. Il y a énormément d'oiseaux sur Skellig Michael, 23 000 à peu près. C'est notamment la deuxième plus grande colonie au monde de fous de bassin. Et les moines, donc, ont fini par rejoindre l'île principale parce que la vie, en fait, était beaucoup trop dure dans les bories. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les bories. Ceux qui ont vu Star Wars le voient, puisque c'est les petites huttes en pierre qu'on voit dans le film et qui, en fait, étaient les maisons dans lesquelles les moines, au VIe siècle, vivaient, tant bien que mal. Sur Little Skellig, c'est assez différent. Vous n'y monterez pas. C'est interdit, c'est pas possible. C'est un rocher qui est hyper sombre, tout noir. Ça indique à peu près toute l'inhospitalité du lieu. Et c'est pas du tout adapté à la vie humaine. Donc c'est habité par les phoques et les oiseaux. Même en bateau, et si vous êtes bon navigateur, les Irlandais vous recommanderont de ne jamais vous approcher de l'île, tellement c'est dangereux. Et si vous y avisez, vous avez quand même une bonne chance de retrouver votre bateau fracassé contre les rochers et en mille miettes. Voilà. Voilà pour Little Skellig. C'est magnifique à voir, c'est cette espèce de rocher qui se dresse comme un triangle qui sort de la mer. On a envie d'y aller et plus le bateau s'approche, plus on se dit non, en fait non. Au secours. Depuis les Skellig, où est-ce que tu nous emmènes à présent ? Alors, je vous emmène sur la route du retour vers Killarney. Retour vers Killarney qui vous donnera l'occasion de découvrir la petite ville de Caerphilly en longeant le Loch Carrag, qui est un lac incroyable, très en longueur. Quand il y a un peu de nuages, il est d'une couleur argentée, voire noire, presque noire. On n'a pas le droit d'y pêcher, c'est une réserve naturelle, comme beaucoup de lacs d'ailleurs dans la région. Et vous allez longer ce lac sur... j'ai envie de dire une dizaine ou une quinzaine de kilomètres. Le truc sympa à faire, c'est de faire le tour. C'est-à-dire, rajouter 20 kilomètres pour vous faire plaisir. C'est vraiment magnifique. On est à certains endroits perdus dans des espèces de forêts de pins. C'est très joli. Ensuite, on part à Killarney. Alors, avant de nous rendre dans la ville de Killarney, il y a quelques petites choses à découvrir autour, notamment une route qui s'appelle le Moll's Gap. À Killarney, vous avez 3 lacs. Un lac qui va être dans la ville, un peu... au milieu, et le troisième qui s'appelle l'Upper Lake. Et donc, quand vous êtes tout en haut du Moll's Gap, qui est une route où il faut faire très attention parce qu'elle est dangereuse, et les Irlandais sont sympas, en général, ils sont bienveillants parce que les touristes s'engouffrent là-dedans un peu n'importe comment. C'est pareil, on a du mal à se croiser, il y a des ponts, on se demande si la pierre va pas nous tomber dessus. C'est parfois pas à double sens. C'est-à-dire qu'il faut attendre que les gens d'un sens passent pour voilà. Arrivé tout en haut, il y a un endroit qui s'appelle Ladies View, où on découvre en fait les 3 lacs de Killarney en cascade. Pourquoi Ladies View ? Parce que la reine Victoria, qui se baladait dans le coin, a trouvé ça tellement magnifique, ce point de vue sur les lacs et sur la ville de Killarney, qu'elle a autorisé ses dames de compagnie,
qu'on appelait les ladies à descendre pour admirer elle aussi en compagnie de la reine le paysage. Donc depuis c'est resté Ladies View. De Ladies View, vous allez pouvoir vous rendre sur une autre route assez célèbre avec d'un côté une vallée désertique et inhabitée qui s'appelle la Black Valley, et de l'autre côté de cette route qu'on appelle le Gap of Dunlow, on va découvrir une vue dominante sur l'Upper Lake de Killarney. Fabien, c'est un paysage qui, toi, t'a bluffé, avec cette route qui serpente, les lignes jaunes sur les côtés. Tu nous en dis un mot ? Graphiquement, c'est très joli, c'est plein de contrastes, de couleurs, et quand on arrive au sommet, on bascule à ce moment-là dans un autre monde. Assez lunaire, ouais. À la belle saison, ce qui est magnifique, c'est que c'est recouvert de rhododendrons avec les moutons, la lande, la forêt. Ouais. C'est extrêmement fleuri, c'est coloré et c'est superbe. Dans la ville de Killarney, il y a plein de choses à faire également. Il y a un vieux manoir qui s'appelle la Muckross House, dans laquelle il y a des expos qui sont généralement assez sympas à faire. Et il y a un château fort du XVe siècle qui s'appelle le Ross Castle, qui est dans un espèce de parc, dans le parc national, qui est en plein cœur de la ville de Killarney. C'est pas une grande ville, hein. On parle d'une dizaine de milliers d'habitants, 10-15 000 peut-être aujourd'hui. Et quand on est au château, on peut se promener sur le lac, qui est juste à côté, l'un des lacs, pour faire une petite balade en barque, par exemple. Autre truc à faire à Killarney, dans le parc, c'est d'aller monter à cheval. Vous faites une balade à cheval, et à l'automne, quand les cerfs brament, vous allez vous retrouver au milieu des cerfs, des biches à cheval. Il faut savoir qu'à cheval, les animaux n'ont pas peur parce que l'odeur du cheval couvre celle de l'homme. Donc les animaux n'hésitent pas à sortir et vous vous retrouvez au milieu de troupeaux de cerfs et de biches qui brament. Enfin, pas les biches, hein, bien sûr. Mais c'est assez exceptionnel parce qu'on voit les animaux en liberté, on est en ville, c'est déconcertant de les voir dans leur espace et dans leur milieu naturel, quasi en pleine ville, vous sur votre cheval, et enfin, c'est bluffant. Bon, je pense qu'on a fait une bonne journée, il va être temps d'aller dîner. Alors pas trop tard, hein. En Irlande, comme les pubs ferment à minuit, les gens dînent tôt pour aller profiter culturellement de sa soirée au pub. Donc vous pouvez aller dîner un Irish stew, c'est assez dingue. C'est comme une potée, en fait, ça peut être à l'agneau ou au bœuf. Vous mangez ça sur le comptoir, c'est extraordinaire. Vous regardez les gens, fatalement vous allez faire la connaissance de quelqu'un, puisque c'est comme ça que ça se passe. Et généralement, ce quelqu'un que vous rencontrez sur votre coin de comptoir, vous allez finir la soirée avec lui dans les pubs. Alors les pubs irlandais, c'est pas les pubs anglais. Il règne ce que les Irlandais appellent le craic. Le craic, ça veut dire se détendre et profiter au maximum. Il faut savoir que la vie professionnelle là-bas, dans le temps et même encore aujourd'hui, était assez rude. Soit qu'on travaille dans les champs ou dans des métiers dédiés à l'élevage ou à l'agriculture, soit qu'on travaille dans les usines ou l'extraction de charbon, de tourbe. C'est assez dur. Donc aller au pub, c'est une religion. Aller au pub, c'est la musique, puisque en Irlande, on est baigné de musique en permanence. Les touristes vont se mélanger aux locaux, les jeunes aux vieux. Les musiciens vont interpeller l'assemblée. L'assemblée répond. Il y a énormément d'interactivité. Tout le monde danse là-dedans. Et comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas un Irlandais qui chante faux. Donc vous, en tant que touriste, vous vous gardez bien d'essayer de pousser la chansonnette parce que vous vous trouvez ridicule. Mais en fait, vous êtes plongé dans leur mode de vie et complètement embarqué, c'est-à-dire qu'on ne vous regarde pas de travers, comme vous êtes plongé dans cette vie de pub. Pour peu qu'il y ait un match et pour peu que ce soit un Angleterre-Irlande au rugby, alors là vous êtes servi, ça vous fait le reste de la soirée. L'ambiance dans les pubs en Irlande, c'est assez extraordinaire. Est-ce qu'il y a un peu les mêmes ambiances à Melbourne dans les pubs ? Je sais que Melbourne est une ville qui est, tu le disais Thomas, assez festive. Il y a un truc moi que j'aime bien, c'est à la fois l'ambiance, mais il y a autre chose que je n'aime pas, c'est le volume sonore. Le volume sonore dans les pubs, alors, notamment quand il y a un match au rugby, il est extrêmement fort. Ouais. Et ça tourne à la frite au vinaigre blanc avec le sel, les bières. Ah, je crois qu'on a perdu Thomas. Oui, tu voulais rebondir peut-être, Chiara, sur ce que Thomas était en train de dire ?
Oui, mais moi j'aime bien l'ambiance en fait, frites, bière. Donc, j'ai jamais trouvé que le niveau sonore était trop fort. Et au contraire, j'ai trouvé que l'ambiance était super parce que je sais pas si je compare avec un bar parisien, même si on y fait la fête, il y a toujours un peu de retenue parce que on fait un peu attention quand même et on sent le regard des autres. Là où je trouve que l'ambiance d'un pub en Irlande est vraiment détendue, tout le monde se regarde pas, c'est juste qu'on fait la fête ensemble. Donc c'est beaucoup plus serein et beaucoup plus joyeux, je trouve. C'est exactement ça, et c'est même différent de ce que Thomas vient de décrire, ou même des pubs anglais, parce que là-bas, le but, c'est de chanter, de danser. Donc, on s'en fout du niveau sonore, on y va pour ça. On n'y va pas pour manger, on mange avant dans des pubs qui servent à manger. Ceux dont je parle, et qui viennent agrémenter le reste de la soirée après le dîner, c'est vraiment des lieux de festivité. On vient chanter, on vient danser, on vient rencontrer des gens. C'est juste ça. Et d'ailleurs, il y a une tradition, c'est que tous les vendredis soirs, dans les pubs irlandais, il y a ce qu'on appelle les socials. Les socials, c'est les gens de la boîte qui se retrouvent au pub pour une soirée de cohésion. Ils boivent des coups, ils dansent et ils chantent ensemble. Enfin, ça, c'était avant le Covid, hein. C'est pas faux. Et le lendemain matin, ils vont à la messe complètement déchirés. C'est ça. Alors après une soirée au pub et une bonne nuit, l'un des moments clés, c'est le petit-déj. Le petit-déj, c'est vraiment très important. T'en parlais tout à l'heure, Chiara. À quoi ça ressemble un petit-déj irlandais ? Alors le petit déjeuner irlandais, grosso modo, on pourrait penser que c'est la même chose que le petit déjeuner anglais, à part qu'il y a quelques subtilités. Vous allez trouver les saucisses, le bacon, les toasts, la confiture, les haricots blancs, les œufs, bon ça, tout ça, c'est assez classique. Ajoutez tomates et champignons, qu'on ne trouve pas toujours en Grande-Bretagne. Et dans le kerry, on va fatalement vous proposer du pudding. Alors attention, c'est pas le pudding que l'on connaît. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, puisque le pudding à Killarney, c'est le boudin. Donc, si vous acceptez le pudding, vous allez vous retrouver avec un morceau de boudin noir dans votre assiette. Si vous êtes du côté de Dingle, où on va bientôt se rendre après le petit déjeuner, vous aurez plus probablement des boulettes d'agneau, ou alors du saumon, des huîtres ou du crabe au petit-déj, donc faut pouvoir, ou de l'anguille, ça arrive aussi. Et particularité du petit-déj irlandais, c'est son pain noir. Un pain noir qui est juste... À tomber par terre. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Ça s'appelle le soda bread. On prend maintenant la route de bon matin pour la péninsule de Dingle. Alors, c'est une toute autre ambiance. Loin des Landes et de la tourbe, on est plus dans un univers proche de la Skellig Ring, avec des falaises, des paysages escarpés, de la tempête. Vous êtes de la même manière toujours en hauteur sur la route, donc côté gauche, essayez d'être côté océan parce que c'est là que ça vaut la peine. Le début de la péninsule de Dingle va vous bluffer avec une plage qui s'appelle Inch Beach. Inch Beach, c'est... les gens de Loire-Atlantique vont me détester, c'est la plage de la Baule, mais en x4. Avec, c'est comme une anse bordée par des collines le long d'une rue qui monte. Donc on peut se poser sur un petit parking. Il y a beaucoup de surfeurs sur cette plage parce qu'elle est assez ventée. Et puis vous pensez que vous pouvez aller mettre des pieds dans l'eau avec des bonnes bottes. Attention, méfiance parce que la mer monte vite et il y a des vagues qui surprennent parfois. C'est pas faux. Pour l'anecdote, je me suis retrouvée avec 1 litre d'eau dans chaque botte en train de faire des photos et voilà. Et c'était catastrophe, j'ai eu mes bottes saccagées pour le reste du week-end, c'était assez terrible. Et dans ma petite escapade, j'ai oublié un truc hyper important. Avant d'aller faire le petit tour du côté de Dingle, c'est la ville de Killorglin, qui est avant même la plage d'Inch Beach, dont je viens de vous parler. À Killorglin, on va retrouver des maisons colorées. La particularité, c'est qu'il y a à peu près un pub tous les 2 mètres. Une autre chose à visiter là-bas, c'est, je ne sais pas comment on appelle ça, des endroits où on fume le saumon. C'est un fumoir. Fumisterie. Et donc le saumon fumé de Killorglin est si réputé que le New York Times reconnaît que c'est le meilleur au monde. Bon, et peut-être que le journaliste qui a écrit ça est d'origine irlandaise et plus particulièrement de Killorglin, mais en tout cas on vous recommande d'aller visiter KRD, qui s'occupe de saumon fumé
depuis des siècles, je crois, là-bas. 2 choses aussi assez incroyables dans cette petite ville qui compte quelque chose comme un maximum de 2000 âmes. On va retrouver la Puck Fair au mois d'août, qui se trouve être le plus vieux festival d'Irlande. La Puck Fair, c'est les 10, 11 et 12 août de chaque année depuis 1613. C'est quand même, ça date pas d'hier. Alors au départ, c'est une foire au bétail qui est devenue une fête du bétail où le premier jour, on montrait les chevaux, le deuxième jour, tout le bétail. Les pubs restent ouverts jusqu'à 3h du matin. Et pourquoi la Puck Fair ? Donc Puck, c'est le bouc, parce qu'on va chercher un bouc sauvage dans les montagnes alentours, bouc qu'on ramène dans le village, qu'on couronne. C'est Queen of Puck, ce qui veut dire que ça devient lui le roi de la fête, et il la préside finalement pendant les 3 jours. On le nourrit, le bouc, il repart de là, c'est royal. Et en fait, à la fin des 3 jours, il est relâché dans la nature. Alors on ne sait pas très bien d'où ça vient. Cette tradition, il y a différentes théories sur l'origine. Alors certains considèrent que c'est avant même le catholicisme, en référence au dieu Pan, qui est incarné par un bouc dans la mythologie. Un symbole de bonne récolte serait représenté par le bouc, de bonne récolte et donc de fertilité. Et donc ce serait une fête en l'honneur des bonnes récoltes, donc à la fin de la moisson, etc., qui se déroule effectivement en plein été, ce qui pourrait être l'une des explications. Deuxième explication, qui date d'un petit peu plus tard dans l'histoire, ce serait que des pilleurs, parce qu'il y en avait beaucoup dans la région à une certaine époque, aurait effrayé un troupeau de chèvres et de boucs. Les chèvres seraient parties dans une direction et puis le bouc en direction de la petite rivière qui borde Kilorglin, et il aurait donné l'indice, en fait, parce que terrorisé et complètement raide, fatigué, le bouc, il aurait donné le signal aux habitants de Kilorglin que les pilleurs arrivaient, ce qui leur aurait permis de protéger leur récolte, en fait. Et dernière hypothèse, c'est, on en revient à Daniel O'Donnell, dont on parlait tout à l'heure, qui a priori permis d'abolir une forme de dîme qui a été prélevée sur le bétail, et en l'honneur de la fin de cette taxe sur les cheptels, ce serait peut-être une autre origine de cette fête. Toujours est-il que c'est quelque chose à faire si vous êtes du côté de Kilorglin, tout comme au mois d'octobre, un petit peu plus tard, la K-Fest, qui est un festival de culture en général. Quels que soient les arts, tout y est représenté. L'origine, là, cette fois-ci, est beaucoup plus claire parce que c'est récent, c'est quelque chose qui date des années 2000-2010. Il y a une énorme crise économique qui a frappé la région puisqu'on exploite moins les mines, il y a moins d'agriculture, et il y a beaucoup de bâtiments à Kilorglin qui se retrouvent vacants. Et le maire de l'époque trouvait que c'était vraiment dommage que la ville perde en dynamisme et puis surtout qu'il y ait des logements inhabités. Et en fait, il les a donnés aux artistes pour y faire ce qu'ils voulaient. Et ça donne lieu à des curiosités, donc des maisons dans lesquelles vous rentrez qui vont être complètement redécorées de manière originale par les artistes. Vous avez un ancien, comment on appelle ça, les trucs pour la farine des boulangers, un moulin, un ancien moulin qui va être, lui, souvent dédié soit à des expos photos, soit un mix d'expos photos et de spectacles vivants avec des gens qui vont faire soit de la danse. Généralement, c'est assez insolite. Ça peut être un peu troublant par moments parce que souvent ces spectacles vivants s'accompagnent de messages liés à l'environnement, à plein de choses. Vous allez trouver également beaucoup de musique. Alors ça va de la musique traditionnelle à l'électro. Ça peut se passer dans la rue, dans les églises, dans les pubs le soir. Vous avez des ateliers, énormément d'ateliers. Notamment, on permet aux enfants d'apprendre les rouages de comment on crée un film. De la poésie, du théâtre, de la magie, tout un espace dédié aux enfants qui s'appelle le K-Kids, et un prix qui est remis, un prix de 1 000 €, remis par un jury d'artistes qui sélectionne le Screaming Pope
de l'année qui reçoit ce prix de 1 000 €. C'est le meilleur artiste de la saison. C'est vraiment super. Vous avez des portants qui sont installés dans les rues, où vous allez pouvoir acheter des vieilles fripes. C'est un bazar géant. C'est magique et on se dit dans cette toute petite ville de 2000 habitants, vous allez avoir un book qui se promène au mois d'août, un festival avec de la harpe d'un côté, de l'électro à fond de l'autre, en plein mois d'octobre. C'est vraiment mon coup de cœur de la région, là où j'aime séjourner tout particulièrement. C'est extraordinaire. Donc retour après notre plage de surf dans la ville de Dingle. Dingle, c'est un port de pêche, toujours avec les maisons colorées, mais ça peut paraître un peu plus austère, un peu plus froid. On est vraiment on sent toute la dureté du métier de pêcheur quand on y arrive. Il y a un truc qui est assez original là-bas, c'est le Dingle Food Festival. Fabien, toi qui y as assisté, tu vas en dire un mot ? Alors c'est un festival autour de la bouffe, mais pas uniquement. Il y a aussi des chants, il y a de la musique, tous les magasins sont ouverts. Enfin, il y a vraiment une ambiance très chaleureuse. Et pour continuer dans la chaleur, si vous allez à Dingle, il faut vous rendre dans son plus vieux pub, qui est à 120 ans, qui est magnifique. C'est en pierre à l'intérieur. Ça s'appelle le Dick Max. Et pour l'anecdote, un jour, ils ont eu une grande surprise. C'est que Bono et Edge, donc les membres du groupe U2, sont venus dans le pub parce qu'ils assistaient à un mariage à côté. Ils sont restés 1 heure, 1 heure et demie à boire des bières avec les copains et à échanger tout ce qu'il y a de plus normalement avec les gens qui se trouvaient dans le pub. Donc c'est resté dans l'esprit des gens de Dingle, le pub où U2 est venu. Dernière petite spécialité locale à Dingle, vous allez trouver sur la place devant le port une statue, parce qu'ils aiment bien les statues, entre Chaplin, il y a des statues partout, mais là, à Dingle, vous allez trouver une statue de dauphin. Tu nous racontes l'histoire du dauphin ? C'est Fungi, le fameux dauphin qui est un petit peu la star locale là-bas finalement, qui réside dans la baie depuis de nombreuses années, près de 30 ans maintenant. Et Fungi, on pouvait, puisque malheureusement il a disparu il y a quelques mois, on a perdu sa trace, mais jusqu'à une période assez récente, jusqu'à l'an dernier, on pouvait, en partant en bateau, essayer de le croiser dans la baie, ce qui était un spectacle assez fabuleux, et de nombreux touristes et les locaux aussi se plaisaient à partir un petit peu à sa rencontre, et on a eu la chance de le faire il y a 2 ans maintenant. C'est un très beau spectacle. Déjà le site est magnifique. Croiser ce dauphin qui vient tourner autour du bateau de façon aléatoire, on n'est pas certain de le croiser, mais quand il est là, c'est un moment toujours assez émouvant. C'est un membre de la famille à Dingle, Fungi, parce que c'est peut-être le personnage le plus important, oui, du coup. Oui, parce que il faut savoir qu'économiquement, c'est quand même un port de pêche, c'est assez dur, et il a fait Dingle une ville touristique. C'est beaucoup de gens ne connaissaient pas cette ville ou ne s'y arrêtaient pas, et depuis 30 ans que Fungi sillonne la petite baie, et il habite là, c'est un dauphin solitaire, et ça a été un drame quand l'été dernier, plus de traces de Fungi. J'ai même eu sur mon téléphone un WhatsApp direct d'un ancien collègue nord-irlandais, donc ça dépasse quand même la frontière de la République d'Irlande et de Belfast. À Belfast, on m'a dit: t'as vu, Fungi, on le trouve plus, on le voit plus. Et en fait, il s'avère que les pêcheurs là-bas ont pris les bateaux pour aller essayer de voir si c'était pas éloigné pour pêcher, si les poissons en fait qu'ils mangent ne s'étaient pas éloignés. On a essayé de trouver 10 000 théories pour justifier qu'il allait revenir, et malheureusement, Fungi n'est jamais revenu. Alors, les scientifiques disent qu'il n'est pas anormal qu'au bout de 30 ans, on ne sait pas très bien à quel âge en fait il est arrivé là, peut-être vers 4, 5 ans, mais c'est pas anormal que les dauphins bottlenose, comme on les appelle, finissent leur vie à cet âge-là. Et on reprend la route à présent pour une dernière boucle. La dernière boucle s'appelle le Sleehead Drive. Alors, vous pouvez avoir un peu peur sur cette route-là, parce que c'est vraiment très étroit, ça monte, c'est escarpé, vous êtes à flanc d'océan et vous êtes protégé, enfin à flanc d'océan, à flanc de falaise, avec l'océan en dessous et généralement pas content, et c'est comme d'habitude très étroit.
Et franchement, on serre les fesses parce qu'il n'y a pas de protection ou très peu. Les protections, c'est des petits murs en pierre et à quelques endroits, vous voyez qu'il y a eu du grabuge parce qu'il y a des bouts de murs qui sont tombés. Bref, faut faire attention, faut être très vigilant. Il y a sur cette route, on va trouver 6 îles qui s'appellent les îles Blasket. Certaines ont été habitées, on n'y parle que le gaélique. Aujourd'hui, elles ne le sont plus, sauf par 2 gardiens qui sont là et qui sont choisis annuellement pour garder l'île et accueillir les touristes qui peuvent s'y rendre. Et on peut y visiter un village abandonné. Et sur la plupart des îles, aujourd'hui, ont élu domicile des colonies de phoques, ce qui fait que quand vous traversez, vous êtes entouré de phoques partout qui viennent autour des bateaux. C'est rigolo comme tout, c'est très beau. Sur la route, il y a eu un stop à faire absolument pour vous restaurer, avoir un petit scone dans le ventre à l'approche du déjeuner, parce que c'est assez désertique. Donc on vous recommande le stop là. C'est une maison qui paye pas de mine et vous arrivez chez une dame. Cette dame prépare les scones avec sa maman. Vous êtes dans leur maison. C'est une maison très ancienne avec des pièces qui sont restées pratiquement en l'état depuis la construction de la maison. Ce sont de petites pièces. Il y a des tables disposées un peu partout. C'est très chaleureux et effectivement, ces 2 femmes préparent des repas qui sont les bienvenus à ce moment-là. On se sent chez soi en fait et le site est vraiment magnifique puisqu'au travers de la petite fenêtre qui se trouve dans la pièce principale et de la porte d'entrée qui, lorsqu'il fait beau, reste ouverte, on a cette vue absolument à tomber par terre. Cette vue, c'est la vue sur Communal Beach. Et au bout de Communal Beach, vous avez ce qu'on appelle Dunmore Head. Dunmore Head, ça vous donne un point de vue absolument magnifique sur cette petite grappe d'îles, les Blasket. Il faut absolument vous y arrêter avant de rejoindre la petite ville de Dunkin, où il faut aller découvrir le port. Le port est tout petit, il n'y a rien d'extraordinaire. Sauf que pour y accéder, c'est un espèce de sentier avec une pente à je sais pas combien de pourcents, mais c'est très très raide et ça glisse, donc il faut faire attention. C'est un peu comme les marches de Scaling Michael. Ça fait des lacets en fait qui sont bordés par des petits murets en forme géométrique. C'est très joli. Et tout en bas, vous avez un tout petit port qu'il faut absolument découvrir. Ce bout de la péninsule de Dingle, entre Dingle et Dunkin, ce qu'il a de fascinant, c'est ces tempêtes. Comme on est en hauteur, quand on s'arrête en voiture pour admirer le paysage, c'est dingue parce qu'on voit les rouleaux se former au loin, on voit toute la puissance de la nature, les tempêtes, ils sont hallucinantes, c'est génial à voir, mais par contre, sortez pas de la voiture, j'ai essayé de le faire une fois, je ne tenais pas debout. Et comme je vous le disais, on est quand même à flanc de falaise, il y a eu des accidents, et il n'est absolument pas de recommandé de sortir, mais à voir, c'est un spectacle inimaginable. Dernière chose, avant de vous quitter, de retourner à Killarney, c'est la Connor Pass qui traverse cette péninsule de Dingle, à peu près de Dingle jusqu'à l'autre morceau au nord, et où vous allez pouvoir admirer d'un côté la baie de Tralee, de l'autre la baie de Dingle, et la montagne Brandon, qui est le point culminant de l'Irlande à 950 mètres. C'est absolument bluffant. Vous voyez des lacs, toujours en cascade, et au bout, cette baie de Tralee, qui est la plus grande ville du comté du Kerry, qui a un passé médiéval aujourd'hui, qui est dans un style géorgien, qui a été brûlé parce que, toujours pour les histoires de guéguerre avec les Anglais, et qui mérite aussi le coup d'œil si vous en avez le temps, avant de vous rendre de nouveau à Killarney. Voilà, cette petite promenade irlandaise est finie. Bon, on l'a faite un peu au pas de course. Prenez le temps, allez découvrir. C'est vraiment fantastique et féerique. Et quelle balade! On a vraiment envie, nous, d'y retourner parce qu'on a la chance d'y être allé. Toi, Thomas, t'es toujours là? Tu es revenu parce qu'on a été interrompu là tout à l'heure. T'es toujours dans le coffre de ta voiture? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Jean-Michel, Oui. Non, les gens. Il y a beaucoup de souffle, on ne sait pas si c'est de la friture sur la ligne ou si c'est parce qu'on entend le bruit des vagues derrière, ça se confond un peu. On dirait que ce sont les vagues. On va dire que Alors, c'est les vagues. Les vagues. Il y a des vagues et il y a beaucoup de vent. Donc j'ai du sable qui rentre dans le coffre en même temps. Parce que le kidnappeur était gentil. C'est une aventure, hein. Franchement, ça faisait longtemps que j'ai rêvé de le faire. Je pense pas que je recommencerai tout de suite. Ah ouais, tu m'étonnes. Non, mais l'intention est bonne. Et comme tu es nu, le sable fait un petit gommage.
Thomas, tu nous parlais de ton petit tour en forêt. On écoute les sons en même temps. Tu peux nous le décrire, ce son ? Alors je me suis promené dans la forêt juste à côté de Mansfield. Mansfield, c'est 2h30 à peu près au nord-est de Melbourne, c'est au pied des montagnes. L'hiver, il y a quelques stations de ski d'ailleurs là-bas, on peut skier sur une petite poudreuse. Et donc on s'est promené en forêt le long d'une petite rivière. Attends, je t'interromps parce que Letty est morte de rire. Qu'est-ce qui se passe ? Non mais je l'imagine dans son corps. Non, elle se l'imagine tout nu dans son coffre, c'est qui est différent. Moi aussi d'ailleurs. Pardon. Je vous jure, je vous fais signe. Si j'ai les flics qui passent, je fais signe. Mais vas-y, envoie une photo, c'est extraordinaire. Mais oui, s'il te plaît. Donc vas-y, continue ta balade, Pardon, Thomas. Donc il faut rentrer dans le mood. Hein. Ah ouais. Donc Mansfield, pied des stations, Victoria, Australie, pas loin de Melbourne. Donc on s'est promené le long d'une petite rivière, 2h30, 3h de marche pour atteindre une belle cascade. Et c'est vrai que la nature est quand même, c'est pas la même que l'on trouve aujourd'hui en forêt de Fontainebleau, tu vois par exemple. Hein. Il y a pas la même chose. Hein. Donc je suis tombé nez à nez avec des serpents et éventuellement et pas mal d'araignées aussi, beaucoup d'oiseaux, c'est très sonore. Ça c'est quelque chose qui m'avait manqué en France, parce que je trouve que les oiseaux disparaissent de plus en plus, on entend de moins en moins les oiseaux quand tu habites du côté de Marseille ou région parisienne. Ici c'est très très sonore. Donc voilà, c'était ressourçant, c'était agréable, c'était respirant, avec plein d'essence. C'est très difficile à décrire, mais par exemple ici on a le Gumtree. Il dit que je suis à côté du réservoir. Non, on a l'eucalyptus en Australie et ça sent fort, tu vois, avec l'humidité. Ça sent Hollywood Chewing Gum pour vulgariser un peu les choses. Ouais, c'est pour compenser la pub de Dash. Ouais. Exactement. Du chat machine. Tu parlais de bruit dans la nature, de senteurs également. Toi, Chiara, en Guadeloupe, tu as été confrontée aussi à ces sensations, à ces sons, et tu nous en as ramené un certain nombre. Oui, je voulais vous les faire écouter et partager avec vous. On commence par quoi là ? J'ai le grillon de nuit. Oui. C'est celui-ci. Oui, pour moi c'est les sons typiques de Guadeloupe, parce qu'en fait il y a ces grillons qui commencent à chanter vers 18h30 et qui s'arrêtent pas jusqu'à 6h du matin, et moi je trouve tellement relaxant, c'est un truc qui me rentre dans la tête et c'est mieux que la méditation. Ça me vide le cerveau, l'âme, je suis juste là en train d'écouter, je trouve magnifique, c'est un espèce de petit concert gratuit tous les soirs, tous les jours, toute l'année. Après, j'avais les souffleurs en bord de mer. On dit comme ça, d'ailleurs. Ouais. Écoutez. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est quoi ce son, alors ? Oui, je trouve ça aussi magique. En fait, il y a des bouts de plage où on trouve des petites falaises, donc des rochers qui en fait ont des trous et font des espèces de trous ronds à l'intérieur de la falaise. Et la mer, en fait, quand il y a des vagues qui se produisent, la mer rentre dans les trous et remonte, donc en faisant une espèce de souffle comme si c'était un volcan. Et on entend ce son très typique de l'eau qui rentre dans le trou, qui monte vers les hauts et qui se pulvérise pour redevenir de l'air. Donc je trouve ça assez magique. C'est aussi assez magique à voir d'ailleurs, aussi qu'à entendre. Alors évidemment, tu t'es promené dans la nature, tu as profité de ce cadre extraordinaire et tu t'es retrouvé dans un bar. Là encore, pas étonnant. Ouais. C'est clair, c'est mot classique. Là, je voulais vous envoyer les sons de l'apéro, mais dans le cas spécifique, c'était un café en pleine journée. Et c'était pour vous décrire l'ambiance. Il y a toujours une musique plutôt style local. Ouais. On a des barmen, mais on est juste les pieds dans le sable. Et t'as la mer turquoise en face. Les gens sont relaxés et on prend son temps surtout. On prend son temps. Aussi pour te servir un café. Alors qu'est-ce qu'on danse là-bas ? C'est le merengue comme en République dominicaine ou c'est complètement autre chose ? Non, mais comme je suis un culte en musique, il faudrait que vous me dites comment s'appelle ce genre de musique. Mais c'est vraiment de la musique créole. Là, je pense que c'est du zouk.
Non, On dit ça du zouk? Du zouk. C'est ça en fait, c'est que vous du êtes en train merengue. d'écouter. Je dirais pas que c'est du merengue. Non, ça a pas même l'air. si je suis un culte. Mais on dirait du zouk. Et qu'est-ce qu'on boit dans les bars là-bas? C'est quoi la boisson la plus répandue? Il n'y en a que deux. Ouais. En fait, c'est tout à base de rhum, bien sûr. Donc il y a le tea punch, c'est mon préféré. Et qui est un peu plus masculin, je dirais, parce que en fait ça se fait avec une couche de sucre de canne, un peu de citron vert, et puis tu mets ta dose de rhum. Combien t'en veux? Donc un doigt, 2 doigts, 3 doigts, en fonction de l'heure de la journée et de ton physique. Et on boit ça à longueur de la journée. Ah, ça c'est intéressant aussi. C'est à l'époque où je vais normalement en Guadeloupe, c'est-à-dire début janvier. À partir du 6 janvier, on commence les festivités du carnaval. Et en fait, partout dans la ville, dans les routes, on trouve des jeunes qui font un peu comme pour le 1er novembre, vous savez, on vient vous demander de l'argent ou faire des petits... Ah oui, Halloween. Ouais. Oui, c'est ça. C'est comme, un peu comme Halloween. Je pensais aux sauf qu'ils impôts, sont- moi. Moi, je pensais aux chrysanthèmes dans les cimetières. Mais c'est encore autre chose. Non, c'est encore autre chose. Vraiment une similitude mal trouvée, mais bon. Non, c'est intéressant le carnaval parce que, en fait, c'est à l'époque de l'esclavage, les blancs colonisateurs avaient importé le carnaval pour se divertir un peu avant Pâques. Pour faire un peu la fête, et petit à petit ils ont permis aussi aux esclaves de participer, mais du coup les esclaves ont ramené dans le carnaval leurs petites touches africaines, et ils ont introduit des masques, des vêtements de monstres, de dieux, etc., qui s'utilisent encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'époque de l'esclavage, ils utilisaient ces masques et ces vêtements très colorés et très satiriques pour en fait se moquer de leurs maîtres sans que les maîtres s'en aperçoivent. Et, du coup, aujourd'hui, ils le font encore, ils font perdurer la tradition, et donc vous les voyez, les jeunes qui se baladent en vêtements très colorés et très monstres partout dans la ville. Petite marche en bord de mer à présent, sur la plage. Il vous arrive à Guadeloupe de marcher sur des plages très longues, désertes, avec ce sable fin, blanc, avec le lagon bleu turquois sur le côté, et de tomber des fois sur un musicien qui est sous un arbre et qui a amené sa guitare pour jouer de la musique. Et ce qui est beau, c'est que vous pouvez juste vous arrêter, continuer à regarder la mer. Il y a une petite brise, vous écoutez la musique, et les oiseaux qui sont aussi comme vous sur la plage, sur les arbres, écoutent aussi la musique et chantent avec le musicien. Je trouve ça magique. Mais c'était bon les rillettes, mon amour. Très bon, Et la tapenade. fantastique, Et le tea punch. orgasmus. Orgasmique. Oui, c'est ça. Et quelle est cette douce voix qui nous parle de rillettes dans un français parfait? C'est mon ami Marco. Mais ça, c'était avant de rencontrer Henri, heureusement. Ah oui. Chiara, donc tu as rencontré Henri Damoiseau, qui est le patron d'une des rhumeries les plus, d'une des fabriques de rhum, d'un rhummier, je ne sais pas comment on appelle. Distilleur. Un distilleur. Un bouilleur de cru. Un brouilleur de cru. Non, ça c'est Thomas, le brouilleur de cul. Je pense qu'il faut le remettre juste pour écouter la réaction. J'ai fait. Il faut le dire très fois. Il faut le dire 10 fois très vite. Bouillard de cul, bouillard de cul, bouillard de cul. Je vais reprendre mon C'est un peu lancement. comme, ça sera bien. Le brouilleur de cul. Pardon. Et donc, Chiara, tu es partie à la rencontre de Henri Damoiseau, qui est le patron d'une des fabriques de rhum les plus célèbres de l'île.
Oui, et iconique de l'île. Donc, la distillerie d'Amoiseau a une longue histoire et je remercie encore Henri pour avoir m'accordé du temps et m'a raconté l'histoire de la distillerie et aussi de sa famille qui a fondé la distillerie et qui la porte toujours. C'est mon grand-père à qui on propose, un ami à lui propose la distillerie en 1942, qui n'a pas d'argent, mon grand-père, et qui dit à son ami qu'il voudrait bien, mais qu'il ne peut pas l'acheter parce qu'il n'a pas un sou en poche. Et l'ami lui propose de le financer. Donc il ne s'intéresse pas trop à la distillerie d'Amoiseau parce qu'à l'époque, il est directeur de l'usine Beauport à Port-Louis. Il reste à diriger l'usine à laquelle il a la charge. Et puis, un jour, les voisins de la distillerie d'Amoiseau, qui étaient à Néron, ils viennent le voir et lui disent « Monsieur Damoiseau, vous avez déposé une option à la distillerie Bellevue, on vous rachète votre option. » Je dis « Ah bon ?» Il dit « Tenez, je vais étudier ça. » Il prend, à l'époque, il avait une vieille C15, donc c'était des Citroën 15 chevaux. Il prend sa Citroën 15 chevaux, il vient visiter, ça lui plaît, parce que c'était tout petit, tout mignon, tout... un peu à l'abandon parce qu'on est en pleine guerre mondiale, 39-42, 39-45, donc il n'y a plus de production de rhum parce qu'à l'époque il y a 150 distilleries en Guadeloupe, donc chaque distillerie produit pour son bourg, donc les distilleries vivent surtout de leur marché export. À ce moment il va voir son ami qui lui a proposé l'affaire et il lui dit écoute, tu m'as proposé de me financer, est-ce que ça tient? Et puis son ami lui dit bien sûr Roger, j'ai une confiance en toi, etc. etc. Donc l'ami qui lui a proposé l'affaire lui apporte aussi l'argent pour acheter la distillerie. Ah, excellent, excellent. Voilà. Du coup, c'est comme ça que commence l'histoire. C'est comme ça que commence une histoire incroyable, parce que rien ne peut destiner au rhum, puisque mon grand-père était dans le sucre, et peut-être même que son fils ne se serait pas mis dans le sucre. Voilà. Ensuite, mon grand-père est mort en 1968 d'une péritonite, donc mon père prend sa succession. Et quand mon grand-père meurt, la distillerie est en grosse difficulté financière parce que il n'y a pas le marché du rhum, le rhum n'a pas le succès qu'il connaît actuellement, et que même le contingent export ne suffit pas à payer toutes les charges. Donc mon père se dit qu'est-ce qu'on fait? Il décide de garder l'héritage parce que sinon, ils n'ont plus rien. Au moins là, ils ont un outil de travail. Il suffit de remonter les manches, de se mettre à bosser. Parce que j'ai cru comprendre qu'au début, c'était l'outil de travail, c'était vraiment beaucoup de courage et beaucoup de force physique. Mon père reprend la suite et on a fini de payer les dettes dans les années 85. Ah oui, pas très loin quand même. Pas si vieux que ça. Les gens méconnaissent ça. Pour eux, le rhum, vu que maintenant on est en pleine euphorie, tout le monde pense qu'on est riche. D'ailleurs, vous regardez les distilleries en Guadeloupe, il y en a 9. Il y en a 3 qui gagnent de l'argent, 3 qui sont équilibrés, 3 qui perdent de l'argent. Donc comme quoi ce n'est pas aussi facile de gagner de l'argent en faisant du rhum. Parce que vraiment la Guadeloupe, c'est vraiment le département parfait pour ça. Parce que vous avez les 3 situations assez étonnantes. Mais du coup, qu'est-ce qui fait le succès d'un rhum? Tout. D'abord, je pense qu'il y a un environnement microbien. C'est-à-dire que cette distillerie, si demain matin on pouvait découper la portion de terre sur laquelle elle est, l'élytreuiller pour l'emmener à 1 km ou à 2 km, on n'aurait pas le même rhum parce que vous avez un environnement microbien qui va modifier le goût. Ce qui est le cas dans les vins et dans beaucoup de choses. Bien sûr. Mais ce qui est dû non seulement à l'hydrométrie, à l'humidité, à la chaleur, à l'exposition des terrains, etc., mais qui est aussi dû à l'environnement même. D'ailleurs, les vieux noirs antillais ont tendance à dire que quand il y a du miel dans une distillerie, c'est que le rhum est bon. Ah bon? Et je ne sais pas si vous avez fait attention, ici quand vous descendez, il y a au moins 2 ou 3 essaims de miel. Ah d'accord, j'ai fait attention, oui, j'avais pas... Et quand vous allez passer sur le petit chemin qui monte, vous allez voir qu'il y a un essaim de miel, parce qu'on voit les miels sortir, d'ailleurs on est embêté, parce que parfois certains touristes, quand ils ont peur, se débattent et ils ont un risque de se faire piquer, parce que... mais en même temps, c'est ce qui est aussi la preuve de la qualité. Donc, d'accord, parce qu'en fait, il y a une relation entre les abeilles et la canne à sucre. C'est ce que disent les anciens. Bon, vous savez, il y a des choses bizarres dans la vie. Moi, je me souviens, mon père, quand il y avait un problème de fermentation sur les cuves de jus de canne à sucre, pourquoi on coupait des branches de goyavier et on mettait des feuilles de goyavier, des branches et les feuilles de goyavier sur la fermentation? Pourquoi?
Aucune idée. Mais c'était comme ça. C'était parce que les anciens avaient fait... ils avaient pallié à des problèmes, vous savez, comme font ce qu'on appelle les remèdes de vieilles femmes. C'est pareil. Okay. Voilà. Oui, je vois. Bon, il y a des petits secrets, disons, dans la production. En plus, on a la chance, nous, d'être en Grande Terre. La Grande Terre étant le terroir historique de la canne à sucre en Guadeloupe, où c'est là où il y a le plus de soleil, donc la canne s'enivre de soleil, et ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus riches en teneur saccharine, et ce qui permet d'avoir un rhum de meilleure qualité et d'en avoir beaucoup plus à la tonne de canne. Et du coup, dans la production, qu'est-ce qui est, c'est quoi le passage le plus important aujourd'hui, et c'est qui a fait vraiment un gros changement entre le passé, comment le faisait votre grand-père et comment vous le faites aujourd'hui? La modernisation, c'est évident, parce que maintenant, avant, quand on boyait de la canne à sucre, on laissait beaucoup de sucre dans la canne, donc on y avait des pertes, et donc forcément, on extrayait aussi moins d'arômes. Mais ça, la modernisation, il n'y a pas de doute, mais tout est important dans le processus de la production. C'est-à-dire que la canne à sucre, la qualité de la canne à sucre est importante. Le broyage est important, parce que si vous broyez bien, vous extrayez le maximum de sucre, vous extrayez le maximum d'arômes. Si vous fermentez bien, vous allez donc avoir un meilleur rhum, puisque vous allez bien fermenter. Et ensuite, vous avez l'opération du distillateur, qui est lui-même maître distillateur, et qui a ses petits réglages. Je ne lui demandais pas, moi je ne sais pas faire du rhum. Mais je suppose que quelqu'un sait le faire. Voilà, je sais diriger une entreprise de rhum. Moi, personnellement, je ne sais pas faire du rhum. Je ne me demandais pas d'aller en faire parce que je ne saurais pas. Et donc, le maître distillateur qui est à la colonne, qui s'appelle Richard, c'est son prénom, il fait il a ses petits trucs, il connaît, quand la fermentation est comme ça, il règle comme ça, il chauffe un peu plus en haut de colonne, il baisse un peu la température en bas de colonne, et voilà, c'est les petits trucs qu'il a, qui en fait... Comme les maîtres vignerons, en fait. Exactement. Qu'on connaît peut-être pareil. Un peu moins aujourd'hui. Donc vous voyez, vous avez quatre tempos, et qui sont tous les quatre importants, parce qu'ils sont tous dépendants les uns des autres. Parce que si vous n'avez pas une bonne canne au départ, ça risque d'être compliqué de faire un bon rhum à la sortie. Ouais, je vois. Mais si vous n'avez pas une bonne canne arrivée, au départ, vous pouvez avoir quelqu'un qui peut arriver à mieux maîtriser la fermentation, mieux maîtriser la distillation et en sortir quelque chose de pas trop mal. Donc le but, c'est quand même d'avoir de bonnes cannes à l'origine, ce que nous faisons, nous, attention chez Damoiseau, parce que 100% de la canne à sucre vient du terroir de la Grande Terre. Vous produisez et vous cultivez la canne et vous la produisez à 100%? Damoiseau produit très peu de canne à sucre. Damoiseau a besoin de 800 ou 900 hectares de canne à sucre, plantées en canne à sucre, et la propriété fait 100 hectares. Avec la distillerie, les maisons, les chemins, donc il reste une cinquantaine d'hectares. Donc vous voyez, on est très loin de nos 800-900 hectares nécessaires. Donc on rachète les cannes à sucre à des planteurs indépendants qui sont aux environs de chez nous, puisque on a la chance d'être dans le plus grand bassin cannier de la Guadeloupe. Et du coup, par rapport au passé, j'ai cru lire qu'il y a eu des moments charnières, par exemple, dans la mécanisation que vous avez mentionné, par exemple dans les cuves. Oui, mais non, il y avait plein de fuites. S'il faut repartir à tout. Moi, quand j'ai connu la distillerie, parce que j'étais dedans depuis mon enfance, que mon père était là et que donc on se baladait dès qu'on avait un moment, parce qu'on habite encore sur le site. Les cuves de fermentation étaient en tôle noire et donc rouillaient, etc. Vous allez maintenant, quasiment toute la distillerie, à part les passerelles, mais tout le reste est en inox, pour des questions d'éviter que des bactéries se mettent, parce que quand ça rouille, vous avez du jus de canne qui se met en dessous, et c'est pas bon pour la fermentation, parce que le produit va continuer de fermenter, et vous pouvez avoir donc un développement bactérien qui n'est pas conforme à ce qu'il devrait être. Et du coup, la difficulté majeure est laquelle dans la production du rhum aujourd'hui? La difficulté majeure pour faire du rhum, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'ensemble des choses. Canne à sucre, extraction, fermentation, distillation. C'est les 4 principes de base. Si on n'a pas ces 4-là, que je vous ai dit, si on n'a pas ces 4-là qui sont réunis et qui ne sont pas en symbiose,
vous n'avez pas de bon rhum à la sortie. Ouais, je vois. C'est une synergie totale. C'est une synergie, mais c'est normal, d'ailleurs, comme dans toute société, de celui qui transporte à celui qui produit, il faut, pareil, bon, là on n'a pas mis les transporteurs, mais c'est pareil, les transporteurs sont aussi importants, aussi bien transporteurs de canne à sucre, parce que le but aussi, quand je vous dis que l'importance de la canne à sucre vient depuis la coupe, parce que dès que vous avez coupé la canne à sucre, il faut immédiatement la transporter, surtout pas la laisser au bord du champ de canne. Sinon, il se passe faut quoi? la transporter le plus tôt possible à la distillerie de façon à ce qu'elle soit broyée le plus tôt possible. Donc plus vous allez écourter ce temps-là, meilleur vous allez avoir une canne fraîche et plus ça s'appelle une canne loyale et marchande. D'accord. Voilà. Et donc plus vous allez avoir une canne loyale et marchande, meilleur votre rhum sera parce que votre canne à sucre sera le plus frais possible, la plus fraîche possible. Et dans la distribution, du coup, aujourd'hui, elle est faite comment? Je vous pose la question, par exemple, parce que nous, on est italiens, et pendant la pandémie... Ça s'entend, hein. Ouais, je sais. J'essaye de mimer mon accent, mais ça marche jamais. Et puis, vous savez, j'ai des amis italiens, dont Luca Gargano. Ah, voilà, c'est qui, pardon Vous connaissez pas Luca Gargano? Non. Ah ben écoutez, quand vous rentrez en Italie, je ne vais pas vous faire tout le speech, mais quand vous rentrez en Italie, ou même ce soir à l'hôtel, tapez Luca Gargano, vous allez voir, c'est le grand monsieur du rhum en Italie. Ah bon? Oui. Bah, j'ai loupé ça. Lui, il a l'air peut-être de connaître, mais... Il travaille pas. Il a cette boîte qui lui vient, je crois, de son père, et qu'il est avec son frère, j'oublie le prénom du frère, qui s'appelle Vélier. Ah, Vélier, oui, je connais Vélier. Vélier, c'est le frère de Luca et Luca Gargano. D'accord, bah, je connais qui sont à Vérone, non? Ici, dans la Venise. Genova, vous avez raison. Genova. Ah, excellent. Parce que j'ai d'habiter le voir là-bas. Ah bah, écoute... Non, très bien. Parce que justement, bon, on va approfondir quand même la question. Parce que pendant la pandémie, comme on vient ici tous les ans et on ramène... Tous les ans? Oui, tous les ans. Vous venez me voir que maintenant? Mais parce que le podcast, je ne le fais que maintenant. Mais... Ah bon? Je ne le faisais pas avant. Mais on était déjà venus à la distillerie, ça c'est vrai. Mais je ne vous avais pas interviewé. Et du coup, on ramène toujours un peu de rhum. Mais pendant la pandémie, c'était compliqué parce qu'on n'arrivait pas à en trouver en Europe. Il n'y avait aucun revendeur. C'est compliqué, ouais. Donc... Mais la distribution, c'est toujours compliqué. Les gens sont persuadés qu'il suffit d'arriver, et puis même moi, ils disent « Oh, mais Damoiseau, maintenant vous êtes des grands roubiers, donc quand on arrive dans certains pays, Damoiseau, pas Damoiseau, ils ne connaissent pas, et puis vous avez chaque pays a ses difficultés administratives, c'est de l'alcool. Et l'alcool a une législation particulière et des taxes particulières selon chaque pays. Ouais, c'est ça. Allez comprendre comment en Espagne, alors je ne sais pas pour l'Italie, allez comprendre comment en Espagne, les taxes sur les alcools est inférieure à la taxe privilégiée que nous avons sur le rhum en métropole, alors que le rhum des DOM a une taxation privilégiée par rapport aux autres alcools en métropole. Okay. C'est juste incroyable. Ouais. D'ailleurs, vous allez en Espagne, vous le voyez bien. Le rhum est moins cher. L'Italie, je ne sais pas, pour être honnête, j'ai jamais pensé à regarder les prix. Je sais que vous, en Italie, vous avez un emmerdement qui nous emmerde, nous producteurs, c'est qu'il faut aller mettre une espèce de languette sur chaque col en papier. Oui. Ah, c'est vrai. Et ça, vous n'avez pas l'air de réaliser, mais c'est un emmerdement. Je n'avais pas réalisé, mais... Oui, parce que... C'est des vignettes fiscales et qu'on est encore obligé de poser. Maintenant, on les pose à la main. Oui. Parce que si on a 1 million de bouteilles sur l'Italie, bon, on va s'équiper d'une machine. Puis il faut acheter les languettes, parce que chaque languette, c'est de l'argent, puisque c'est le timbre fiscal. Donc vous ne pouvez pas les acheter en disant je vais les passer un jour par un jour. Non, je vois très bien. Donc c'est pas aussi évident. Ah, mais merci aussi pour ce petit détail très intéressant. Je regarderai les languettes d'une autre manière. Déjà. Ben, voilà. Oui. Vous savez, là, en France, il y a ça toujours, mais sur les vins. Ils ne le font pas sur les alcools, mais sur les vins, vous avez des producteurs qui achètent déjà des capsules, ce qu'on appelle des capsules à timbre, et sur lesquelles il y a le timbre fiscal, et donc ça veut dire qu'ils ont déjà quitté. Alors qu'on n'a pas voulu ici, parce que quand une capsule tombe par terre, on la piétine, mais c'est de l'argent. Donc on s'est dit, oula, vous n'avez qu'à aller près de ma machine à embouteiller pour comprendre. Personne ne se baisse pour la ramasser, c'est plus simple de la piétiner. Je vois. Bon, je comprends que quand même la distribution n'est pas si facile que ça, mais du coup... De toute façon, rien n'est jamais facile dans la vie. Le tout, c'est de se lever le matin et de travailler.
Ça, C'est on devrait une bonne peut-être, philosophie. ça, on devrait peut-être le dire un peu plus à nos jeunes qui n'ont pas encore compris ça. Il y a toute une vie qui s'est faite, mais malheureusement, il faut quand même bosser, parce que s'il existait des métiers où il suffisait de se lever, de se gratter la joue, on le pour pas dire autre chose. Mais on saurait. On saurait, c'est vrai. Voilà. Mais du coup, on le boit, vous pensez, on le boit beaucoup ici et moins en Europe. Alors, le rhum, la parce qu'on le répartition connaît pas. du rhum Damaso, c'est 55% localement, vendu à 45% à l'export. L'export étant aussi la métropole. Hein. Voilà. Oui, d'accord. Oui, Ce c'est n'est qui pas- fait, ce ça n'est fait pas une grosse que les partie, pays j'imagine. étrangers. Ouais. Voilà. La France fait partie pour nous fiscalement d'un pays d'exportation. Ouais, je comprends. Bon. Voilà. C'est quoi, en fait, une question un peu plus philosophique. C'est quoi pour vous le rhum et la romerie Damoiseau? Alors je vais vous dire, j'ai pas dû boire d'alcool avant l'âge de 21 ans ou 22 ans. Je n'aimais pas l'alcool. Depuis que je bois le rhum, que j'ai goûté ça, je trouve ça tellement merveilleux. Je ne bois pas d'autre alcool. Je n'aime pas le whisky, je n'aime pas le champagne, je n'aime pas le cognac, je ne devrais pas le dire, mais bon, je n'aime pas ça. Par contre, je bois 99% du rhum et j'ai un vrai plaisir. D'ailleurs, je l'aime tellement que maintenant, je mets même plus de sucre dans mon punch. Je mets juste du citron et du rhum, sec. Et donc, je peux boire un peu de calva, j'adore le calva, j'adore le Bazar Armagnac. Donc vous voyez, c'est comme quoi le goût, c'est une sensibilité personnelle. Parce que puisque j'aime le Bazar Armagnac, il n'y a pas de raison, ou même l'Armagnac, j'aurais dû aimer le cognac, mais je trouve le cognac moins bien. Pourquoi? Parce que mon palais décèle des saveurs plus savoureuses dans les deux autres. Voilà. Mais c'est comme ça. Mais pareil, je vais vous dire, je suis un goût particulier, moi, parce que même chez Damoiseau, je bois très peu de rhum à 42 degrés, le rhum vieux. Je bois particulièrement des rhums full proof. Full proof? Full proof, goutte de fût. Ça veut dire c'est les rhums qui sortent des fûts, on n'a pas coupé, on l'a pas ramené au degré de commercialisation. Et donc c'est des rhums qui peuvent être à 55, 58, 59, 60. Le plus fort chez Damoiseau ayant été 66 degrés 9. D'accord. Voilà. Et donc, pourquoi ça, on ne les commercialise pas, du coup? Si, on les commercialise. Si. Ah oui, j'avais compris qu'on... Mais c'est des commercialisations confidentielles. Il y a peu de clients qui ont la connaissance du palais pour... À 66 stop, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça beaucoup trop fort et donc imbuvable. Alors que moi, je trouve que c'est tellement puissant en bouche, c'est tellement puissant au palais que quand vous goûtez la première bouteille, vous n'avez plus envie de la quitter, quoi. D'accord, je comprends. C'est Mais clair. C'est une question d'habitude. Moi, mon métier, c'est quand on est en période de production, c'est de me lever le matin, d'aller à la cuve de production, de soustraire un échantillon, et le rhum, nous, on le produit d'Amazon entre 86 et 88 degrés. Donc, la première chose que je fais en me levant le matin, après avoir pris mon café, c'est que je vais à la distillerie, et je prends l'échantillon, et je goûte du rhum à 86 ou 88 degrés. Donc mon palais est habitué à consommer des alcools forts. Et je vais vous dire, quand vous goûtez du rhum à ce degré-là, vous savez tout de suite comment il sera quand il sera à 50 degrés, parce que là vous avez un alcool qui est pur. Donc avec tous ces arômes, puisque pour le ramener à 50 degrés, on y rajoute de l'eau, qui est un produit neutre. Donc on baisse en arôme au fur et à mesure qu'on ramène la mise à degré. D'accord. Donc quand vous le goûtez, pour moi, il explose tellement il est sucré naturellement et aromatique naturellement. Enfin, naturellement non, parce que les arômes viennent de la canne à sucre quand il a été distillé, etc. etc. Mais au moins le sucre, le goût sucré qu'on trouve à 86-88 degrés, il vient parce que le rhum n'est pas encore ramené, dilué avec de l'eau pour le ramener au degré de commercialisation. Est-ce que vous avez une anecdote par rapport au rhum? Votre oui, personnel? Oui, regardez, nous avions un truc simple. Mon grand-père avait une étiquette très colorée, un galion qui partait, on voyait le quai du port et qui partait livrer le rhum en métropole, et avec une doudou, avec un perroquet sur l'épaule, etc. À la mort de mon grand-père, mon père instinctivement a changé l'étiquette, prétendant
que les gens ne voulaient pas montrer qu'ils boivent du rhum, parce que c'était honteux de montrer qu'on buvait de l'alcool. Et il a refait l'étiquette, et en refaisant l'étiquette, bizarrement, il a pris les couleurs du deuil. Noir, blanc, rouge et or. Et d'ailleurs, il y a même mis les fameux 2 porteurs qui portent le fût. Et après, les porteurs sont devenus célèbres parce que les gens disent que mon père aurait surpris des voleurs et c'est ça qui lui a donné l'idée de faire son logo. D'accord, waouh. Merci pour ce portrait. Vraiment passionné. C'était vraiment intéressant de vous écouter. Donc, merci. Mais la petite deuxième chose. La deuxième, c'est pour finir. C'est que, en fait, dans ce podcast, on fait voyager les gens avec les mots et qu'on raconte des histoires, mais aussi avec les sons. Parce que pour moi et pour nous, en fait, qui on fait les podcasts, les sons, c'est un peu comme les saveurs. Quand on entend un saveur ou on sent un saveur, pardon, ou on entend un bruit ou un son, ça nous peut rappeler quelque chose de loin ou un souvenir. Donc, est-ce qu'il y a pour vous un son qui est typique du rhum ou de votre histoire? Ah oui, mais là, il n'est pas en route. On est en intercampagne, la distillerie est à l'arrêt. Donc vous n'allez pas avoir de bruit que vous allez pouvoir... Mais effectivement, quand vous avez la distillerie qui crache de la vapeur, oui. Mais là, il va falloir revenir en mars. Il faudrait... Ok, bon, on va revenir en mars, juste pour le podcast, pour avoir le bruit. C'est super gentil, donc merci pour votre temps. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Et tout ça pour revenir, Chiara, bravo. C'est ça, j'ai trouvé la bonne excuse. Toi Thomas, tu as écouté ce très beau reportage de Chiara. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi qui ne bois pas d'alcool ou très peu ? Ça m'a inspiré, en fait, ça m'a rappelé un peu les châteaux du Médoc et notamment pour une petite entreprise familiale où on imagine l'ambiance complètement désordonnée, on peut dire quasiment c'est un foutoir pas possible avec des papiers partout, où on sent qu'il y a l'histoire qui est gravée dans les murs. Et en fait, en écoutant ton son, que ce monsieur, ça m'a tout de suite rappelé ça. Et je t'avoue, j'aimerais bien goûter un petit peu le rhum. Ça pourrait être très drôle. Ah, j'ai des mecs qui font du parachute devant moi. Ils viennent te chercher. C'est l'armée en fait, méfie-toi. C'est ça. Il y en a d'autres qui ont mal fini comme ça. Non, parce que depuis tout à l'heure, en fait, je vous ai pas raconté. C'est que je suis dans le coffre de ma bagnole, j'ai des mecs qui font du kite. J'ai 50 mecs qui font du kite en face de moi. Et là, j'ai des types qui arrivent en parachute sur la plage. Donc c'est sympa, il y a de l'ambiance, c'est la fête au village. Donc on revient... J'ai pas bu de rhum. Et donc, on pourrait le croire. Tout ça, non mais c'est vrai, attends, je peux pas prendre de photos parce que sinon il y a tout qui va planter. Mais tout ça pour dire que t'as bien retranscrit cette ambiance-là, Chiara, et t'as une chance inouïe de pouvoir interviewer ce monsieur et de ramener avec toi un morceau d'histoire de ton voyage. Bravo, parce que c'est une belle histoire qu'on ne connaissait pas, nous, personnellement, et ce monsieur nous a vraiment emmenés dans son univers. Il raconte très bien aussi l'histoire de sa famille et on sent... en fait, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment un certain art de vivre. C'est une art de vivre et une passion. On passe au cinéma à présent, si vous le voulez bien, avec le film Coup de cœur de Balades Immobiles ce mois-ci, qui est une plongée immersive dans le monde de l'école primaire. C'est un premier long métrage réalisé par Laura Vandel, qui est une réalisatrice belge. Et dans son film, elle nous raconte l'histoire de Nora, confrontée au harcèlement dont son grand frère est victime au sein de l'école. Nous sommes partis à la rencontre de Laura Vandel, qui est venue présenter son film près de chez nous il y a quelques semaines. Un film qu'on a beaucoup aimé, Letty, qu'on a trouvé vraiment très original de par déjà l'histoire, les thématiques et la façon dont ça a été filmé, puisque le film a été filmé uniquement à hauteur d'enfant. Et en plus, c'est magnifiquement interprété. T'as vu quelque chose? Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Un monde, ça parle du point de vue d'une enfant qui s'appelle Nora, qui arrive dans la même école que son frère. Et en fait, elle découvre qu'il est victime de harcèlement. Et elle va être partagée entre la volonté de l'aider, lui qui lui demande de garder le silence, et sa propre nécessité de s'intégrer à cette communauté. Et donc, elle va vraiment être prise dans un conflit de loyauté. Allez, bonne journée. Pourquoi ils font ça? Ça parle du besoin de reconnaissance et la nécessité d'intégration, parce que c'est là où on rencontre tous ces enjeux pour la première fois, en tout cas
quand on sort du cocon familial, c'est là où on les rencontre de manière la plus frontale. C'est l'arrivée en primaire en fait. Oui, c'est l'arrivée en primaire, et surtout que finalement, on a tous passé minimum 12 ans de notre vie à l'école, plus de 8 heures par jour, et donc ça ancre des choses en nous, et je pense que dans un certain sens, ça influence après notre manière de voir le monde, notre rapport aux autres, parce que c'est ça aussi que je montre avec ce film, c'est l'apprentissage à l'autre en fait, plus que l'apprentissage des matières. Et ça, parfois, on a tendance aussi à oublier que l'école, c'est aussi ça. Et c'est surtout ça même, je dirais. C'est l'apprentissage à l'autre. L'une des thématiques principales de Un monde, c'est le harcèlement scolaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aborder cette thématique ? C'est parti de la volonté d'explorer le monde de l'école. Parce que, comme je le disais, donc on est tous passés par l'école, et je pense que ça influence beaucoup plus de choses qu'on le pense après dans notre vie d'adulte. Et en fait, c'est en allant observer dans des cours de récréation, en discutant avec des instituteurs, avec des directeurs d'école, en lisant des choses sur le sujet, que en fait, ça m'a amené naturellement à ce thème de harcèlement, en fait. Dans Un monde, tout est filmé à hauteur d'enfant. C'est un point de vue qui s'est imposé dès le départ ou Oui, dès le départ. Parce qu'en fait, j'ai écrit en images, donc j'avais déjà ces images de hauteur d'enfant, parce que je me disais que c'était le meilleur moyen pour que le spectateur se sente déjà immergé dans ce monde, et que ça lui rappelle dans un certain sens sa propre enfance, qu'il puisse se mettre dans la peau de cet enfant et du coup revenir dans la peau de son propre enfant. Et aussi parce que cette manière de filmer à hauteur d'enfant, c'est aussi nous rappeler comment c'est être à cette hauteur, donc de ne pas forcément tout voir, d'être limité dans sa vision, et aussi le fait de travailler avec le hors-champ, c'est très important pour moi, parce que il me semble que ça permet au spectateur aussi de projeter des choses de lui. Pas forcément tout montrer, ça permet au spectateur de participer à la narration. Et moi, c'est hyper important dans mon travail, parce que oui, j'ai envie que le spectateur, il puisse... je pense que c'est la meilleure manière pour qu'il puisse s'approprier l'histoire, c'est en projetant des choses de lui. Dans Un monde, ce qui m'a interpellé également, c'est que vous jouez énormément avec les sons, avec la bande-son. Ça raconte également quelque chose. Oui, mais ça raconte aussi, dans un certain sens, la violence de ce monde. Parce que c'est assourdissant, en fait, une cour de récréation. Et par exemple, quand j'allais faire mes observations, je rentrais chez moi le soir, j'étais épuisée. J'avais oublié à quel point c'était épuisant. Mais en fait, c'est aussi comme ça que l'enfant il prend sa place dans le monde. C'est aussi par la voix. Et voilà, c'était pour rappeler que ça fait aussi partie de ce monde. C'est très particulier, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que ce travail sur la bande-son, ça a été des mois de travail. On dirait comme ça que c'est un brouhaha un peu brouillon, mais en fait, c'est hyper précis. Et c'était d'ailleurs travaillé comme une partition musicale, puisqu'il n'y a pas de musique dans le film. C'était travaillé pendant des mois. Il y avait 2 monteurs son qui travaillaient parallèlement. Un qui faisait les intérieurs, l'autre qui faisait les extérieurs. Et c'était des mois où ils ont été reprendre des vrais sons de cours de récréation, des cris d'enfants assez particuliers, des dialogues hors-champ. En fait, on a vraiment recréé tout un hors-champ. Alors, il y a une chose assez bluffante, mais ça, on doit souvent l'évoquer avec vous dans les interviews, c'est l'interprétation des 2 jeunes comédiens. Vous avez pensé à eux quand vous avez écrit le film, ou alors pas du tout ? Pas du tout. En fait, Maya, elle n'avait vraiment jamais joué, donc elle est arrivée, sa maman qui l'a inscrite, et elle est arrivée... et c'est un truc que j'oublierai jamais qu'elle m'a dit en arrivant dans la pièce. Du haut de ses 7 ans, elle me dit « Moi, je veux donner toute ma force à ce film. » Ce que j'ai trouvé bouleversant et très, très beau. Et c'est vrai que j'avais besoin d'un enfant qui soit volontaire et qui puisse défendre dans un certain sens ce film, qui ait aussi les épaules pour le porter, parce que c'est pas rien. Et je savais que si je me trompais au casting, le film il allait être foutu. Et donc, déjà, le fait qu'elle me dise ça, mais après, elle est apparue devant la caméra. Et en fait, j'avais demandé aux enfants de rien préparer du tout. Donc, juste d'arriver avec ce qu'ils sont. Et je leur demandais de me dessiner leur cours de récréation et de m'expliquer les jeux auxquels ils jouaient. Et déjà ça, je voyais déjà toute la potentialité qu'elle avait, la manière de s'exprimer. Et puis surtout, comment la caméra capte son visage quand elle ne fait rien. En fait, elle est apparue face à la caméra et c'était magnifique. Donc j'ai vraiment eu un flash pour elle. Et après, on a organisé tout le casting en fonction d'elle. Donc pour trouver son frère, pour trouver ses amis, et tout le groupe des enfants, pour vraiment qu'il y ait une symbiose, entre guillemets, entre tous les enfants.
Et par rapport à la manière de travailler avec les enfants, ils n'ont jamais reçu le scénario. Et on a travaillé 3 mois avant avec une orthopédagogue. Et on a mis en place une méthode assez particulière qui fait qu'on a vraiment essayé qu'ils aient aussi leur part de créativité, qui créent leur propre dialogue, qu'ils puissent imaginer des choses, qu'ils puissent proposer des choses. Et voilà, c'est hyper important. Qu'ils puissent vraiment avoir leur part de responsabilité, enfin plutôt de créativité aussi dans cette histoire. Ouais. Ça fait un petit bout de temps que vous présentez votre film un peu partout, j'imagine, en France, en Belgique. Quelles sont les réactions du public ? Mais elles sont généralement vraiment assez bonnes, enfin même très bonnes. Et souvent, on me remercie en fait, carrément d'avoir fait ce film, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent en fait dans cette histoire. Et même, par exemple, il a eu le prix du public en Chine. C'est quand même dingue, parce que c'est quand même une culture complètement différente. Mais malgré tout, ils se reconnaissent. En fait, ça me fait vraiment plaisir, parce que ça montre à quel point ce film est universel, effectivement, à quel point tout le monde peut se reconnaître. Donc ça, c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir, en fait, de la part des spectateurs. Et alors, encore plus beau, entre guillemets, c'est que on a fait des avant-premières aussi à Argenteuil. Et par exemple, il y a des enfants qui, grâce à ce film, apparemment, ont pu parler de ce qui leur arrivait à leurs parents. Donc ça, c'est... Et aussi, le truc vraiment magnifique, c'est qu'apparemment... Donc le film est déjà sorti en Belgique, et là il y a plein d'écoles qui le demandent pour utiliser le film de manière pédagogique. C'est comme ça que vous l'avez imaginé, le film, ou c'est quelque chose qui s'est imposé ensuite de façon naturelle ? Jamais j'aurais imaginé ça, parce qu'au départ c'est un objet cinématographique, je raconte le point de vue d'un personnage, une histoire, mais de là à penser qu'après il puisse servir dans les écoles, non, jamais j'aurais pensé à ça, donc c'est super beau, quoi. Un monde de Laura Vandel, avec Maya Van Der Beek, Gunther Duré et Karim Leclou, un comédien que vous avez pu voir d'ailleurs récemment dans le film Bac Nord. Un monde sort ce 26 janvier. Merci Laura d'être passée par Balades Immobiles. Merci à vous. J'ai rien à personne. C'est quoi ça? C'est en France. J'ai marqué du but. Ah? Qu'est-ce que vous faites là? Mais de quoi je mêle? Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais je veux t'aider. Je t'ai rien demandé. Va-t'en. Si tu te mêles encore de mes affaires, t'es morte. Allez, souriez. Super. Regarde bien devant toi. Je suis sûr que vous êtes capable de faire en sorte que ça se passe bien. Si vous avez un problème, vous m'en parlez, d'accord? Quand on aide, ça empire. On ne peut pas toujours aider les autres comme il faudrait qu'on les aide. Le film s'appelle Un monde de Laura Vandel et ça sort le 26 janvier prochain. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'en France, en tout cas, je ne sais pas si le film est sorti ou sortira en Italie, en Australie. En tout cas, en France, il est présenté comme un film sur le harcèlement scolaire, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Moi, j'ai trouvé en le voyant que c'était sur le monde de l'école. C'est le monde de l'école, c'est la découverte du monde de l'école par un enfant et de toute sa dureté, effectivement. Et ça va bien au-delà du harcèlement. En tout cas, c'est un très beau film qu'on vous conseille, on a beaucoup aimé. Tu voulais rebondir, Chiara ? Chiara, Thomas ? Oui, je voulais dire que je trouve ça super intéressant parce que on a tendance à voir du monde de l'école et de l'enfance une version un peu sucrée où les enfants c'est toujours beau, innocent. Mais en fait, pour mon expérience personnelle, moi je trouve que les enfants sont très durs. En fait, c'est une cruauté, c'est exactement parce que ils ont pas de filtre et ils ont pas le concept encore de prendre soin de l'autre, de faire attention, et justement parce qu'ils sont sans filtre et ils ont pas encore l'éducation de faire attention à quelqu'un pour ne pas le blesser. Et donc moi je trouve super dur l'enfance. En fait, l'enfant est méchant par nature, il apprend à s'affirmer, à exister, à être autonome, donc il est méchant. Il est même capable d'enfermer quelqu'un dans le coffre d'une voiture, n'est-ce pas, Thomas ? C'est ça. Alors, moi, ça me fait C'était des totalement enfants de l'Est.
Oui. Exactement. Moi, ça me fait totalement écho parce que franchement, j'ai pas un bon souvenir de l'école. Je trouvais que c'est un environnement qui est extrêmement violent, qui est agressif. Malheureusement, moi, de mon expérience personnelle, je trouvais qu'on pouvait pas compter sur les instituteurs ou sur les maîtresses ou sur les profs, etc. Et moi, je l'ai pas vécu forcément d'une façon très positive, la scolarité. Et en Australie, la vision elle est totalement différente. Il y a quelque chose qui m'a scotché, qui m'a surpris, c'est que dans l'école, il y a ce qu'on appelle le banc de l'amitié. En France, tu mets un banc de l'amitié, c'est le banc où le gamin va se faire taper dessus. Ici, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que déjà, un petit qui arrive dans une école, il va avoir ce qu'on appelle un body. Donc c'est un plus grand, qui va être l'équivalent d'un CE2, CM1, CM2, qui va s'occuper du petit qui est en maternelle. Et lorsque j'ai fait l'intégration de la première journée avec ma fille, il y a plusieurs grands qui sont venus et je peux vous dire que j'avais des frissons. J'avais des frissons parce que c'est pas du tout ce qu'on voit en France en fait. C'est complètement l'opposé. C'est-à-dire que le banc est là pour soutenir. Il y a un enfant qui s'assoit dessus, il y a un plus grand qui va venir l'aider, qui va venir le voir, qui va venir l'accompagner. Je vois ma fille, elle a un camarade de classe qui est assez difficile, qui est assez dur, qui fait souvent des bêtises. Et je lui dis, tu t'en éloignes, quoi. Réaction de père normale. Et non, elle me dit, non, il faut l'aider. C'est comme ça. On est là pour l'aider et tout le monde doit l'aider. Et en fait, tout le monde s'y met dans la classe. Ce gamin-là, il n'est pas du tout à l'écart. Il n'est pas du tout écarté du groupe. Et il y a tout le monde qui va l'accompagner, l'aider pour qu'il change et pour s'améliorer et pour apprendre. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis parti essayer de la France, parce que je trouvais le milieu scolaire français très dur, notamment sur les journées aussi. Les journées sont très longues en France, dans l'école. Et très théoriques. Ici, ça finit à 3h30. Ah ouais, c'est horrible. Enfin, je pense que l'éducation en France a besoin que l'école puisse se réformer pour que les enfants puissent se sentir mieux. Merci beaucoup les amis d'être passés par Balades Immobiles pour ce mois de janvier. Merci beaucoup. À très vite. Je vous coupe parce qu'il y a la police. Il y a la police. Il vient te chercher. Je vous jure. Sors du coffre, vite. Sors du coffre. C'est pas une vanne. C'est pas une vanne. J'ai la police qui passe en ce moment même. Donc, aïe. Bon courage Thomas. Ils étaient morts de rire. Ils étaient morts de rire. Ils étaient pliés de rire, les flics. Ils sont super gentils. Non, ils sont adorables. Ils étaient morts de rire. Il y en avait 4 dans la bagnole, ils en pouvaient plus. Et la prochaine fois, tu fais le podcast en direct d'où ? Écoutez, j'ai tenté, j'ai fait l'immersion totale dans mon coffre. Faut que j'aille plus loin. J'ai une grande roue qui est juste en face de moi, qui a été installée pour l'été. Ouais. Je pense, au bout de 10 tours, je commence à vomir, mais ça peut être intéressant. C'est le risque. Très original. Merci Chiara, merci Thomas. À très vite. À très vite, merci à vous. À très vite, merci beaucoup. Ciao. Sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube et sur baladesimmobiles.fr.